Bonjour à tous. En ce début d'automne qui peut être difficile pour le moral avec le froid, le soleil qui s'en va plus tôt, etc., je vous propose un épisode que j'espère un peu réconfortant où nous allons prendre les bons côtés de l'automne, c'est-à-dire le retour à la lenteur, prendre le temps de faire les choses en fait, de les observer et surtout de s'émerveiller. C'est une heureuse coïncidence. Ce que nous devons faire pour survivre est également ce que nous devrions faire pour mieux vivre. Je suis Eve et ce podcast montre qu'adopter un mode de vie durable est meilleur pour soi, pour les autres et pour l'environnement. Et quoi de mieux pour cela qu'être accompagnée de toi, Marine, navigatrice et médiatrice scientifique, pour discuter de l'importance de continuer à s'émerveiller de notre environnement, tout en s'intéressant à votre parcours, à ton parcours, et à l'initiative Voyage en patrimoine. Donc Marine, merci d'avoir pris le temps de venir. Si tu veux te présenter ton parcours, ce qui t'a mené à mettre les voiles. Ça marche, merci de m'accueillir. Donc moi je suis Marine, je suis médiatrice scientifique et culturelle et donc j'habite sur un voilier. Et là on va lancer la 4e année où en fait on part en expédition à la voile et on part à la découverte en fait et on retransmet tout ça à travers un magazine. Bon, on va vous en parler tout de suite. Tout de suite peut-être Peut-être pas tout de suite. On en parlera trop vite. en deuxième partie. Non, pas de souci. Et du coup, donc ça fait 4 ans que tu habites sur un voilier, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, en fait, tout simplement, d'habiter sur un voilier? Alors moi je fais du bateau depuis que je suis toute petite, je suis presque née sur le bateau, dans le sens où le bateau de ma famille a le même âge que moi, donc j'ai Ah vraiment oui. toujours navigué. J'imaginais ta mère sur le bateau. Je pense qu'elle était naviguait quand elle était enceinte, donc Hmm, je pense que j'ai navigué avant de naître. c'est marrant. Donc Ok. voilà, pour moi c'est un mode de transport, un mode de vie aussi, que j'ai toujours connu, Hmm. donc qui est assez naturel pour moi. T'es originaire de La Rochelle, c'est ça? Non. Non, pas du tout. Ah, pardon. Moi je suis née à Paris et Ah. j'ai grandi en Bretagne. Ah oui, ok. Bon, voilà, pas du tout. Et le magazine, du coup, existe depuis que... Ouais, depuis le début de ce projet, donc là on va attaquer, pareil, la 4e année. Donc ça fait on a fait trois saisons déjà. Ok. Ok, ok. Bon, on reviendra un peu, du coup, plus tard sur ce que c'est d'habiter dans un voilier, etc. Première question, donc là, on va passer dans la partie un peu pour étudier le thème de l'émerveillement. Question assez ouverte, qu'est-ce que c'est pour toi que l'émerveillement? Je pense que c'est essayer de garder un regard pas naïf, mais curieux surtout. Ouais, de réussir à pas graduer ce qui va être bien ou beau ou important, mais vraiment de réussir sur n'importe quel sujet, pouvoir garder sa curiosité et s'intéresser et se demander le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Garder ce truc un peu qu'on a de se questionner. Je pense que plus on grandit, plus on se filtre sur les questions qu'on s'autorise soit à poser aux autres, soit à se poser à soi-même. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça, l'émerveillement, c'est garder ce plaisir-là de se questionner et d'aller chercher les réponses. Hmm. Oui, du coup, c'est peut-être un peu tourné, parce que enfant, on a ce réflexe-là pour presque tout. Et du coup, c'est réussir à garder ça en tant qu'adulte, quoi. Oui, en plus, je pense que, en tout cas, nous, de notre expérience avec l'association, tous les adultes, ils ont gardé ça. Ah ouais? Euh, Plein de publics, de tas de profils de publics différents avec qui on peut travailler. À partir du moment où on va un peu commencer à raconter et à susciter la curiosité, on voit que tout le Hmm. monde a envie d'apprendre des trucs. Tout le Hmm. monde est curieux, mais peut-être que nos modes de vie, ils font qu'on n'a pas, on prend peut-être pas le temps de ça. Ouais. Mm. Et oui, toi, par rapport à ce sujet-là de l'émerveillement, est-ce que ça s'est accentué depuis que tu vis à bord du voilier? Ou ça a toujours été un peu avec toi Non, je crois que c'est de pire en pire, parce qu'effectivement, plus on se questionne, plus on se pose des questions. Et nous, c'est finalement, avec le temps qui passe et l'expérience et cette expérience-là, on, ouais, on regarde tout en fait à travers ce prisme-là. Donc c'est un prisme plutôt chouette. Mais effectivement, maintenant on a du mal à regarder un paysage juste simplement. On a toujours tendance à justement essayer d'aller plus loin, Ok. se questionner, s'intéresser à ce qu'on regarde et peut-être d'être un peu Mm. plus actif en fait aussi dans nos observations. Ok. C'est pas juste, on regarde pas juste une carte postale, mais on essaie de comprendre aussi ce qu'on a autour de nous.
Et Ah d'accord, c'est intéressant. Parce que moi j'avais cette vision plutôt de l'émerveillement, enfin comment moi je perçois l'émerveillement, c'est justement euh, apprécier les choses, mais juste pour leur beauté, enfin un peu en m'arrêtant là et juste en contemplant la vie, mais je me pose pas forcément de questions. Mais du coup j'ai un peu quand même, je pense, une sorte d'émerveillement de juste, enfin, je sais pas, parfois le monde est beau ou drôle ou il y a quelque chose quoi. Et je sais pas comment décrire, mais c'est comme si j'étais vraiment dans le moment présent. Et je sais pas si ça t'arrive aussi parfois. effectivement, moi, du coup, je suis un peu déformée par mon boulot. Et donc, Ouais. c'est vrai que moi, je suis plutôt dans une observation un peu active. Hmm. Mais Ah, c'est marrant, je m'attendais pas à cette réponse. je pense que chacun est vraiment unique là-dessus. Ouais, ouais. Mm. Non, mais c'est vrai que. Parce que moi, enfin, je trouve que c'est hyper important, du coup, oui, de prendre le temps, de regarder les choses, de comprendre, etc. Et c'est vrai que j'avais du mal à mettre le doigt sur pourquoi tout passait. Enfin, pourquoi finalement on s'intéressait plus aux choses. Et on n'arrivait pas juste à en profiter comme ça, mais peut-être que le fait de se dire qu'en fait on s'intéresse pas, c'est hyper logique quoi, de se dire bah en fait si on observe et qu'on s'intéresse, on peut après plus prendre le temps à certains moments de regarder ce qui nous entoure, etc. Ok. En plus, Mhm. si on prend le temps si on s'émerveille d'autre chose que uniquement la beauté aussi. Hmm. Parce que peut-être que si on est uniquement dans l'observation de ce qui est joli ou Ouais. esthétique, euh, il y a aussi des tas de choses qui, moi, m'émerveillent et qui sont un peu peut-être moins chic ou moins Ah ouais? joli mais comprendre comment tout ça ça marche, comment nos écosystèmes y fonctionnent. Ok. Des fois ça peut être ouais sur des choses qui sont Bah alors, tout peut-être à moins j'ai esthétiques un ou exemple, je sais pas si c'est... Mais tout à l'heure, je revenais du yoga et j'ai vu un corbeau perché sur un immeuble avec un rat dans la bouche. Ah! Et je l'ai regardé, il s'est envolé avec son rat dans la bouche. bon appétit le corbeau du coup. C'est ça. Et je me suis dit, oh là là, l'émerveillement. Mais effectivement, si on peut le voir en mode de s'intéresser à l'écosystème du corbeau qui mange le rat. Bah ouais, pourquoi ils se retrouvent l'un et l'autre ici aussi, c'est une vraie question du coup. Bah ouais. Voilà. Ouais, je pense que ce qui nous intéresse en tout cas dans le projet, c'est vraiment de comprendre comment nos cultures humaines et nos écosystèmes ils sont liés les uns avec les autres. Hmm. Et du coup, ça peut parfois porter vraiment sur des sujets qui peuvent paraître un peu triviaux, mais qui en fait sont super intéressants. Et Hmm. du coup ça peut être la couleur d'un caillou aussi bien que une forme de vêtement. Enfin, je donne des Hmm. exemples là comme ça, mais et du coup, ça amène aussi à se questionner et à regarder des tout petits détails qui Ah sont ouais. peut-être insignifiants pour tous les gens qui passent. Ah, c'est vrai. Et du coup, par exemple, là, quand t'es rentré dans mon humble demeure, est-ce qu'il y a des... Enfin, est-ce qu'il y a des choses que t'as observé, des détails où tu t'es dit... Ah. Ah, Est-ce que je me suis c'est dit que tout... c'était apaisant. Ah ouais? Ah bon. C'est un endroit très apaisant, ouais. Ok, ok. Parce que du coup... et... Enfin, ouais, dans le quotidien, je trouve ça dingue, en fait, que depuis... Du coup, que t'as lancé le projet. Du coup, tu l'as lancé avec ton mari, c'est ça? C'est ça, ouais, mon Ok, compagnon, ouais. ton compagnon, ok. Donc, tous les deux, vous avez créé Voyage en patrimoine. Alors, on est toute une équipe après, il y a Oui, toute l'équipe de l'association. ok, Nous, on est les deux qui sont sur le bateau, ok, sur le voilier pendant les expéditions. ok. Et après, il y a toute une équipe dans l'assaut, il y a des gens qui font de l'illustration, historiens, scientifiques, Hmm. graphistes, etc. Ok, ok. Oui, oui, mais du coup, oui, je trouve ça fou que depuis 4 ans, Enfin, que ton regard, à force, s'affûte, et... Enfin, pas s'affûte, mais que les questions n'arrêtent pas, quoi. Ouais, bah on s'en est rendu compte là récemment, on était dans un endroit qui effectivement, factuellement, il est très très beau. On était sur l'île de Corfou, donc sur Ok, je l'archipel connais des pas. Açores. Oh, Alors, alors là, je connais pas du tout. l'archipel des Açores, c'est des îles au milieu de l'océan Atlantique, Ok. qui sont des îles portugaises. Donc on est très très loin du continent. Donc nous, on a passé une année avec notre voilier là-bas. Ah oui. Et l'île de Corfou, c'est la toute petite île, c'est vraiment la plus petite île qui est en fait souvent visitée une journée par. Quand elle est visitée, c'est les gens viennent pour Hmm. la journée. Donc ils prennent le bateau ou l'avion. En général, ils prennent une petite navette. Ensuite, ils vont prendre le bus qui les amène au point de vue. Ils font la petite rando du point de vue, ils reprennent le bus Hmm. et ils reprennent la navette dans la journée.
Et donc, après, voilà, c'est des modes de vie, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais effectivement, le mode de vie étant que il faut voir plein de choses pendant ses vacances, prendre plein de belles photos. Et on se rendait compte que, comme nous, on n'était pas dans juste on veut voir quelque chose de beau, mais on veut comprendre là où on est. On a passé des heures à l'intérieur du volcan, donc un volcan qui est ancien, mais qui est éteint, donc. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des tourbières, on a regardé la couleur de la mousse, qui permet de mieux comprendre les tourbières. Et en fait, c'est ça pour moi aussi, ce que j'essaye de dire, c'est que de prendre ce temps-là, ça nous permet aussi d'aller vers l'observation. Là où beaucoup de gens, finalement, on les voyait, hop, ils passaient, prenaient une photo, et puis ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Et ils ont profité de la beauté du lieu, ça, ils l'ont vu. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment profité ? Je pense que du coup, c'est un peu court. Là, c'est en train de tout remettre en perspective pour moi. Parce que c'est vrai que je me rends compte que je me pose pas de questions, quoi. Enfin, je me pose des questions dans la vie, mais sur ce que je vois, c'est vrai que j'ai pas ce truc de tiens, pourquoi, je sais pas, pourquoi exactement cette plante est-elle verte ? J'ai pas de... Bon, déjà, j'ai pas énormément de connaissances en biologie, etc. Enfin, pas en biologie, Si, en l'occurrence, de la oui, biologie. Pourquoi elle a des rayures, cette plante ? Pourquoi elle a des rayures ? Enfin, tout ça, c'est vrai que... Je pensais en plus être de nature curieuse, mais là, je me dis, mais en fait, même toutes ces choses, c'est comme si c'est acquis, et voilà, c'est fini, quoi. Après, que j'ai une base de tout le temps se poser des questions, hein. C'est sûr, mais c'est vrai par exemple, quand on va exprès visiter un endroit, aller au-delà de juste je regarde, c'est beau et voilà, c'est une approche quand même qui effectivement permettrait plus l'immersion et je sais pas, de retenir quelque chose, quoi, que ça nous apporte quelque chose en plus. C'est dur de mettre des mots dessus. Ouais, c'est vrai, ouais. Je pense qu'effectivement, on peut vite tomber dans une accumulation. Enfin, là, on le voit bien, le tourisme, c'est un peu ça. On est dans une accumulation de belles photos qu'on a postées après sur les réseaux. Et puis, c'est un peu le concours de la plus belle photo. Mais qu'est-ce qu'on a compris de là où on est, aussi bien en termes de culture que d'écosystème. Souvent, on n'a pas le temps d'en comprendre grand-chose. C'est ça, en fait. Souvent, en fait, on regarde quelque chose, oui, c'est beau, on a cet effet de waouh, et puis on passe à autre chose. C'est quand même... Parce que c'est vrai qu'une journée pour aller sur l'île, etc., ça laisse pas beaucoup de temps pour s'imprégner du lieu et vraiment... Ouais. Ok. Alors, reprenons les questions. Alors, mes questions sont... Vu les réponses, ne sont pas forcément les plus pertinentes. Parce que là, en fait, j'ai une question qui était un peu tournée au niveau de l'écologie, parce que du coup, avec votre magazine, etc., enfin, vous êtes, même toi, t'es médiatrice scientifique, enfin, quand même, vous avez un aspect d'émerveiller pour aussi sensibiliser aux écosystèmes, etc. Et en fait, je me dis, parce que là, on a parlé de manière générale, mais souvent, sans parler de se questionner, du coup, mais on a tendance à s'émerveiller, par exemple, prenons le cas des animaux, des animaux un peu gros, je sais pas comment dire, mais genre les baleines ou les girafes, etc. Et peut-être un peu moins des fourmis ou des petits poissons. Et du coup, je me dis comment. Alors, est-ce que ce serait par se poser des questions, mais est-ce qu'il y aurait autre chose pour un peu plus s'émerveiller des choses qui peuvent être vues comme banales, mais qui au final sont tout aussi belles? Alors, ouais, c'est clair. Même si c'est même pas qu'une question d'échelle, parce qu'on se dit sur des petits animaux, on va regarder un papillon, on se dit oh Oui, mon c'est Dieu, vrai. qu'il est chouette. Et puis on voit passer une mouche et on dit ah, elle m'énerve celle-là. Un oiseau, on voit passer un pigeon, les gens râlent. Et puis on va passer un autre type d'oiseau, oh qu'il est joli. Ouais. Alors que l'un comme l'autre, ils peuvent raconter des. Enfin, le simple fait qu'ils vivent et qu'ils aient eux-mêmes. Ouais, c'est des organismes complexes avec des fonctionnements qui sont complexes, qui interagissent avec d'autres. En ça, moi, je trouve que déjà, rien que ça, on peut s'émerveiller. Et en plus, on les connaît pas. Alors, c'est rigolo parce que j'en ai parlé avec une journaliste il y a 2 jours de la puce de mer, par exemple, qui est l'animal que tout le monde râle sur la plage, elle nous saute dessus, là, en Bretagne, on a des puces de mer. Et en fait, c'est un animal qui a une capacité à se repérer
avec le soleil, avec la lune, avec Ah ouais. tout un tas de systèmes. C'est un des animaux qui a une capacité de se repérer vraiment très très complexe dans le vivant. Hmm. Et quand on la voit comme ça, on se dit juste, oh, elle m'énerve, elle me saute dessus. Et du coup, Ouais. encore une fois, de se prendre le constant de se dire, mais comment elle fait pour retrouver la mer une fois que... Ouais. comment elle fait pour voilà, fonctionner sur la plage avec les marées qui montent, qui descendent. Du coup, tiens, on se questionne là-dessus. Et puis du coup, moi maintenant, quand je regarde une puce de mer, je me dis, c'est incroyable. Elle se repère avec la lune. Mais C'est fou, elle te non? dérange quand même. Est-ce que... Tu dis, bon, t'es gentil, tu te repères avec la lune, mais bon. Après, ça, c'est aussi questionner notre place dans le vivant, là. On passe un peu Oui. sur autre chose, de se dire, est-ce que c'est chez nous tout le temps? Oui. Est-ce qu'une mouche, bah ouais, c'est pénible les mouches, ça fait du bruit, ça nous fait du bruit dans les oreilles, mais est-ce Ouais. que moi j'ai plus ma place là que la mouche? Oui. Ça, c'est vraiment notre place aussi dans le Oui, une vivant. place qui, je trouve, est souvent en séparée, quoi. Il y a un compartiment, il y a genre la biodiversité et nous, alors qu'on en fait partie. Et enfin, c'est un peu tout le temps cette confrontation entre les animaux, les plantes, etc. Et comme si nous, on était un parasite, alors que, bah non, on fait partie de... Enfin, on est un petit peu un parasite, vu qu'on détruit la planète. Mais en soi, on fait partie du cercle, quoi. Ouais, et puis on doit, enfin je pense, vraiment laisser la place aux autres êtres vivants au Mm. même titre que nous-mêmes. Et Ouais. il y a on met une hiérarchie, l'homme et le reste, et même dans le reste, dans les animaux, comme on disait, on va hiérarchiser ceux qu'on trouve Oui, c'est vrai. importants, ceux qu'on Les trouve pas chiens. importants, voilà. On va Ouais, ouais. être outré que des cultures puissent manger des chiens alors qu'on mange des vaches. Oui, Et oui. on hiérarchise complètement le vivant en Oui, c'est fonction marrant. de ce qu'on connaît aussi, de ceux qui sont proches de nous. Ouais, ouais. Puis oui, c'est une construction culturelle, sociale qui, mais au final, on se dit, bon, pourquoi? Ne serait-ce que l'étude de la conscience des animaux, c'est hyper flagrant. Ah Où oui? on a besoin d'énormément étudier pour prouver que les animaux sont des êtres sensibles. Ça fait pas longtemps que juridiquement on considère que c'est des Ah êtres ouais. sensibles. Ça fait quelques années en fait. Ah. Alors que n'importe quelle personne qui a un chat ou un chien Oui, le considère comme sensible. oui, c'est vrai. Mais pour que ça bascule dans se dire que ça va concerner l'ensemble du vivant, Mm. c'est une autre étape. Il y a un truc un peu paradoxal comme ça, où à la fois on Mm. vit avec des animaux, que ce soit des chiens, des chats, des chevaux aussi. Les gens qui ont des chevaux, Mhm. ils ont un rapport très proche avec. Mm, mm, mm. Et d'autres animaux qui n'interagissent pas avec nous, on a Oui. plus de mal à accepter qu'ils En aient fait, si tout on autant les... d'émotions. C'est ça, si on les domestique pas, c'est... Mm. Mais par contre, une vraie question, je sais pas si tu sais, mais parce que moi j'arrive à visualiser que les animaux aient tous une sensibilité, mais par exemple, je sais pas si enfin, les animaux genre terrestres, mais je sais pas si les insectes ou les poissons ont la même sensibilité. Alors Est-ce que c'est... c'est super difficile parce que pour avoir une réponse purement scientifique, il faut que les choses soient prouvées scientifiquement. Et... Si moi je devais dire quelque chose en disant ça c'est sûr, je suis sûre. Alors oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans la recherche, plus on se rend compte que quand même plutôt oui. Mm. Après, là moi du coup je veux pas dire quelque chose Oui, qui c'est est pas factuellement vrai quoi. Ouais, Mais ouais. en fait plus on étudie, plus on se rend compte que Ah ouais. en tout cas il faut pas non plus faire attention à l'anthropomorphisme, de pas calquer sur d'autres animaux des émotions qui sont Ouais. humaines. Ouais. Par contre, que ces animaux-là aient des émotions et des fonctionnements qui leur sont propres, ça Mm. aujourd'hui on peut pas trop le nier quoi. Mm. Mais quand on reprend l'histoire de l'étude justement de la sensibilité et de l'intelligence animale, on se rend compte qu'il y a aussi eu des siècles de biais où en fait on faisait des études où peut-être qu'on était infiniment convaincus que non, ils n'en avaient pas de sensibilité ou Ouais. d'intelligence. Du Et coup, donc, c'est... quand on regarde aujourd'hui avec les protocoles scientifiques qu'on a mis en place maintenant, qui sont peut-être plus cadrés, on se rend compte que tous ces protocoles, ils avaient des biais. Ouais. On avait, dans l'histoire des primates, par exemple, il y avait eu des tests qui avaient été faits, alors je ne sais plus sur quel type de grands singes, de les faire communiquer entre eux, Ok. et de leur reconnaissance, leur capacité de reconnaissance, par exemple, Ok. d'un visage. Et on leur avait fait reconnaître des visages humains. Alors évidemment, pour les singes, un humain, c'est juste un humain. Ils Bah reconnaissaient difficilement des visages humains. ouais. Après, on a refait les tests avec des visages de singes. Et évidemment, leur capacité de reconnaissance, elle était bien supérieure. Et en fait, je pense que les personnes qui avaient fait ces tests à l'époque,
paf, on est centré sur nous, l'humain. Oui, oui. Donc, s'il est intelligent, il doit être capable de reconnaître Et ouais. des humains. Il y a un truc comme ça où... Oui, alors que nous, reconnaître deux singes, c'est pas forcément hyper évident. on en est incapable. Ouais, On ouais. n'a pas les critères. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça, il faut que la société a mis du temps, et c'est pas encore vraiment du tout gagné, Mm. aussi pour accepter ça. Bah oui. Et ensuite, il faut que la science mette les pieds dedans. Mm. Mais c'est toujours un peu moi ce qui me chiffonne, c'est que est-ce qu'on a tout le temps besoin de tout prouver aussi? Oui, Ou est-ce- oui. c'est à la fois on a notre propre ressenti, mais il faut faire attention à ce que notre ressenti ce soit pas juste ce que nous on perçoit, mais qui peut être complètement faux. Ouais, ouais. En même temps, on va mettre des protocoles scientifiques en place pour ouais, prouver la sensibilité de certains êtres vivants, alors Ouais. que effectivement n'importe qui vivant avec un autre animal non humain, il se rend bien compte que on Ouais, a c'est des liens fou qui se ça, créent. hein. Mais c'est des freins pour pouvoir continuer à manger, à tuer, enfin à mettre à part la souffrance animale, quoi. À dire oui, mais en vrai, ils souffrent pas comme nous, etc. Ouais, je pense qu'il y a aussi on se rassure comme on peut. Ouais, ouais, oui aussi, ouais. Un peu Peut-être des deux. qu'il y a certainement des choses qu'on ne veut Bah, pas voir. je pense que les lobbies, en fait, mettent ça en place pour effectivement les gens qui consomment pour se dire, bon, bah, on se rassure comme un peu s'ils souffrent pas comme nous, quoi. Ouais, et puis assurément que tous les gens qui... ouais, un fermier qui va élever un animal et le mettre à mort à la fin, il a une conscience beaucoup plus aiguë de ce que c'est Mm. la vie et la mort Mm. que quand on va acheter un steak au supermarché, où du coup c'est Mm. joli, il y a un joli packaging. Et même devant les charcuteries, le cochon il rigole sur la devanture, quoi. Du coup il y a un côté un peu fun et chouette. Ouais. Si on devait tous tuer les animaux qu'on mange, je pense qu'il y aurait plus de VG, hein. Ah bah ça. Puis même de moi une fois, c'était une expérience pas traumatisante, mais j'étais chez mes parents et je sais pas ce qui leur a pris, mais une fois je suis arrivée dans ma cuisine pour me laver les mains et j'ai vu une tête de cochon dans l'évier. Et j'étais là, Oh mais waouh! parce qu'en fait ils voulaient faire du pâté de tête. Et en fait, d'avoir vu ça, ça m'a vraiment mais dégoûté quoi. C'était impossible que j'en mange après. Mm. Alors que si on m'avait acheté une terrine de pâté de tête, j'aurais goûté quoi. J'aurais fait bon, pourquoi pas. Mais là, d'avoir vu la tête, en plus moi je m'y attendais pas. Et Ouais, c'était, on a perdu conscience du coup de ce que bah c'est, ouais, quoi. bah c'est ça. C'est le marketing, ça. Ça a bien marché. Et il souriait pas le cochon dans l'évier. Non mais j'ai encore l'image là. Est-ce que je me suis émerveillée? Je ne sais pas. Et je me demandais, parce que du coup, donc t'as des moments en voilier où t'es sur des lieux, mais est-ce que les moments où tu voyages, où t'es en pleine mer, enfin, du coup, là, j'imagine que c'est les jours où la lenteur est énormément présente, quoi, parce que, bah, y a rien, et... Enfin, quel effet ça a, vraiment, ces nombreux jours en pleine mer, avec rien à l'horizon? Alors, quand on fait des longues traversées, ça va vraiment dépendre de plein de choses, de la météo par exemple. Ouais. Il y a des jours où c'est un peu plus agité, il y a pas mal de choses à faire, on va faire des manœuvres, monter les voiles, descendre les voiles. Euh, et puis il y a des jours, là, c'est vraiment ce qui nous est arrivé en revenant des Açores, il n'y avait pas de vent. Et on s'est retrouvés pendant vraiment 2 semaines de navigation où il y avait un tout petit peu de vent, et puis plus rien, pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures. Et dans Hmm. ces cas-là, on peut parfois même carrément enlever les voiles et puis on est à l'arrêt. Nous, on Hmm. veut pas, on a un tout petit moteur et puis c'est pas le but de faire de la Oui. voile, nous, de mettre le moteur. Donc, quand il y a pas de vent, il y a pas de vent. On Hmm. accepte ça, on s'arrête, puis on attend que le Hmm. temps passe, quoi. Ok. Donc ça, c'est hyper particulier. Après, à la fois, il y a du rien, enfin, il y a rien parce que c'est vrai que ça a l'air infiniment bleu. Le ciel est Ouais. bleu, la mer est bleue. Quand le ciel est gris, la mer est grise. Et à la fois, quand on prend le temps de regarder, il y a plein de trucs. Ah ouais. Parfois, on voit des poissons. Quand on navigue là, par exemple, dans cette zone-là, il y a des poissons pilotes, c'est des petits poissons à rayures noires et blanches qui Ok. suivent les bateaux. Ok. Ils sont à l'avant des bateaux et hop, ils naviguent avec nous. Ils sont protégés comme ça, en fait, des prédateurs. Ils Donc, sont malins. ouais, ils sont malins, ils font ça avec des cétacés, par exemple, d'habitude, mais ils Mm. font ça aussi, du coup, avec les bateaux. Il y a des oiseaux qui passent, des oiseaux qui vivent au grand large, Mm. vraiment des oiseaux de mer. Et là, on a eu une observation que j'avais jamais faite jusque-là. On a maintenant un appareil photo avec un téléobjectif assez gros, donc qui permet vraiment de Ok. zoomer.
Et il y avait des petits trucs sur la mer. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ça? On dirait des petites bulles, mais je sais pas, ça a attiré mon regard. Jusque-là, j'aurais juste dit, c'est des bulles. Et donc, j'ai commencé à zoomer. Et en fait, non, c'était vraiment des êtres vivants. C'est des petits planctons. Donc là, je suis en train de voir avec un biologiste pour qu'on puisse les identifier, voir qu'est-ce que c'est comme espèce. Ok. Et donc, c'est vraiment des organismes, des planctons. Donc, le plancton, c'est tous les êtres vivants qui sont soumis au courant. Donc, ils ne sont pas capables de nager, par exemple, Ok. à contre-courant. Et donc, hop, ils sont là, à la surface de l'océan. On les voit que quand la mer est super calme, parce que sinon, il y a des rides, il y a des vagues, etc. Ouais. On les voit pas. Mais là, c'était vraiment comme un lac. L'océan était comme un lac. Ah ouais. Et il y a ces petits trucs ils avançaient pas en soi, ils étaient portés comme ça. Ouais. Et d'avoir le zoom, j'ai pu les observer. Et c'est donc, quoi la prendre plein de taille? photos. C'est comme ça? Alors, il y en a de différentes tailles. Il y en a qui sont... Alors, des planctons, on en voit certains qui sont vraiment tout petits. Peut-être 5 mm. 5 mm. Et puis, il y en a des plus grands qui sont un peu transparents, ceux qui ressemblaient un peu à des bulles, là, comme ça. Ah oui? Et ça va faire 3 cm, des choses comme ça. Ah ouais. Avec parfois des tentacules un peu plus longues. Alors, je dis Mais tentacules, c'est c'est peut-être pas le dingue. bon mot, hein, mais... On se croirait sur une autre planète, Ouais, quoi. c'est incroyable. Et j'en ai pris en photo, ça c'était fou. Où en fait, je prends la photo, paf paf, et après je regarde, je continue de zoomer en Ouais. zoomant sur ma photo. Et je me rends compte qu'il y avait une petite crevette qui était dessus. Ah ouais? Une toute petite crevette comme ça, toute mignonne, qui doit faire 2 cm, qui était posée sur Oh. l'organisme. Et donc, ce mini écosystème là, toutes les deux, Mais c'est ils se dingue. promenaient sur l'océan. Et bah là, pour voir ça, en fait, il faut prendre vraiment le temps, Bah quoi. là, Être là avec son appareil photo. Et j'ai pris des dizaines de photos de petits trucs qui passent. Et paf, à un moment, il y a une crevette dessus, quoi. Donc c'était vraiment rigolo. Ah mais c'est incroyable. Et bah alors là enfin c'est pas accessible au commun des mortels, mais je pense que même dans notre quotidien, si dans la rue, parce que bon, chez soi c'est un peu plus difficile, on va les araignées peut-être, mais je pense que c'est pas impossible si on observe bien de remarquer des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant. Moi alors c'était un peu dans le même genre, j'étais allée faire une promenade dans une montagne à côté de chez mes parents qui vraiment j'y suis allée une centaine de fois. Et là, je sais pas, enfin c'est une montagne, c'est une petite balade, je me suis arrêtée au début pour observer les insectes dans les plantes parce que c'était le printemps et c'était vraiment très fleuri. Et je me dis, mais en fait, quand je marche, je pars, je marche, j'arrive, je repars, quoi. Ou si je m'arrête, si je suis fatiguée, mais je m'arrête pas pour observer. Et là, j'avais observé les plantes et j'ai encore ce souvenir du nombre d'insectes que j'ai vus et que je ne connaissais pas. Et c'était... Parce qu'en même temps, bon, je connais pas énormément d'insectes, quoi. Le gendarme, la coccinelle, voilà. Mais là, c'était vraiment des formes et des couleurs. Je me suis dit, mais ça existe. Enfin, j'étais impressionnée et je me dis, mais j'ai pas fait tant d'efforts que ça, quoi. J'ai marché 10 minutes et j'ai vu toute cette diversité. Et là, c'était vraiment un moment d'émerveillement. Donc je me dis, bon, pour ceux qui peuvent pas aller au milieu de la mer, bon après, il faut pouvoir aller à la montagne aussi. En ville, c'est peut-être plus compliqué d'avoir des... C'est marrant parce que tu parles des insectes, parce que c'est ce que j'allais dire. Je pense que même en ville, c'est quelque chose qui est accessible, en fait, Ouais, de plus prendre rare, le temps de les mais... regarder Ouais. et de sortir de... Souvent, les gens ont peur des insectes. Alors Oui, que c'est quand vrai. même- Souvent, en France, il n'y a aucun insecte qui peut nous faire du mal. On n'a pas d'insecte qui peut nous moustiques. tuer vraiment. Ou... Et oui, Les moustiques peuvent nous donner un peu des maladies, mais c'est pas qu'on n'est pas en Amazonie, quoi. oui. Du coup, et pourtant, il y a ce dégoût-là. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est ancien et Mais qui reste? ça, je me demande, hein, parce que moi, alors, pas tout le temps, mais en fait, j'ai un dégoût des insectes quand ils sont pas là où ils devraient être. Les observer sur des plantes, je trouve ça fascinant. Mais par exemple, si j'avais, je sais pas, les mêmes insectes dans mon lavabo, et souvent c'est ça, quand je pense aussi le dégoût des insectes, c'est quand on en retrouve dans la salle de bain ou chez soi, et ben j'ai ce truc-là de... Alors, et encore le truc de, mais est-ce qu'ils ont pas autant le droit que moi d'être là, D'être les dans la salle de pauvres? bain? Mais c'est vrai, je sais, et alors, c'est peut-être un peu bizarre, mais je me suis mis comme objectif d'enlever cette peur justement des insectes. Mais je sais pas comment faire, je me dis, mais être plus au contact d'insectes, je sais pas. Ouais, puis après, entre ce qui est un instinct de dégoût sur le coup, on peut réfléchir à nos réactions aussi. Oui.
on peut se dire, oh mince, j'ai eu cette réaction, mais est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce qu'elle a Oui, du sens, quoi? ouais, Et ouais. puis après, on revient dessus. Et oui, c'est vrai. Et on peut changer après peut-être nos comportements là-dessus, ouais. Ouais, bon là là, parfois Alors qu'ils c'est sont si dur. beaux, les insectes. C'est Ouais, incroyable, ils ont des couleurs folles, des formes ouais. incroyables, on dirait parfois des petits aliens. Enfin, c'est vraiment un Oui, non, monde c'est vrai. incroyable. Mais les insectes qu'on retrouve en général chez soi, ils sont genre les cafards, c'est deg. Bah, c'est que c'est souvent aussi assimilé à un truc qui va pas au niveau hygiène, et du coup, Ouais, je pense qu'on fait un package. Mais le oui. cafard en lui-même, ça se trouve, on le met en forêt, on le regarde, on se dit, ah, il est mimi, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est le contexte, je pense aussi. Mais les mouches, ça c'est deg. Oh, la- je hais les mouches. Les pauvres. Pourquoi je hais les mouches autant? Un jour, faudrait que j'affronte ça et que j'en regarde une et vraiment avec un œil neuf de pourquoi je la trouve si moche? Ouais, peut-être, mais je pense que c'est à la fois peut-être des choses qui sont ancrées, et puis aussi de l'éducation. On est sorti du sauvage, Oui, on s'est quand même vraiment mis un peu hors sol, les humains, ouais, et du ouais. coup, on s'est tellement éloigné du sauvage on a du Hmm. mal, je pense, à y revenir un peu. Mais d'ailleurs, alors, bon, je respecte pas mes parties, mais parce que ça va bien. J'avais une question un peu, euh, du coup, sur les bienfaits que ça t'a apporté, un peu tout cet émerveillement. Et est-ce que tu dirais que t'es plus consciente du moment? Parce que, alors, je m'explique, parce que j'ai pensé quand t'as dit hors sol, mais moi, j'ai souvent des moments où je suis pas. Enfin, je suis un peu bah, dans la lune et tout. Enfin, je sais pas, je suis pas très. Je suis pas dans le concret. Je saurais pas comment dire exactement. Mais comme si. Enfin, ma vie passe sans que ce soit palpable, quoi. Je m'en rends pas trop compte. Et est-ce que de vraiment plus observer les choses concrètement, le vivant, etc., ça t'a permis d'être plus les pieds sur terre et voilà, en fait, c'est dur à me formuler, mais ce contact avec le vivant, forcément, toi, en tant qu'humaine, il t'a rapproché de l'écosystème et tu te sens peut-être faire plus partie de l'écosystème terrestre que, que, que le commandement mortel, je ne sais pas. Mais, et du coup, est-ce que ça t'a fait plus te rendre compte de la vie qui passe, quoi? Bah, de, de la vie qui passe, je sais pas, mais de la vie qui passe autour de moi, oui. Ok. Du fait qu'on est, bah, comme je disais, parfois, on a l'impression d'être tout seul, alors qu'en fait, on est plein. Sur Ok. l'océan, on a l'impression qu'on est tout seul, mais en fait, il y a tout ce monde qui est autour de nous, dans le ciel, Hmm. à la surface, en dessous. Et, Hmm. et c'est peut-être plus ça, moi, en tout cas, que ça m'aura fait. J'ai commencé à faire de la photo principalement avec des oiseaux, parce que du coup, il y en avait Hmm. beaucoup aux Açores. Et, euh, et mon copain me disait, ah ouais, tu t'adores prendre des photos d'oiseaux. Et en fait, plus je prenais des photos plus je prenais des photos, plus je me rendais compte que j'aime pas prendre des photos d'oiseaux en particulier. Je m'éclate autant à prendre un lézard, à prendre une belle araignée, à prendre. Pour moi, c'est juste la vie à chaque fois Hmm. je suis toujours émue de voir Hmm. la vie qui est autour de nous, et le travail de photographie. Je pense que ça permet aussi bah, ça la fige, mais en même temps, ça nous rend aussi plus sensibles à regarder. Du coup, on est Ouais. plus attentif Puis tu vois à. des choses plus petites aussi. Ouais, on voit bah, comme le plancton là que Ouais. j'aurais jamais vu. Et puis de prendre le temps de regarder aussi les jeux de couleurs. J'ai un Hmm. souvenir là d'une session où j'avais pris des photos d'un lézard qui est vraiment très joli, enfin que je trouvais vraiment joli, et qui avait vraiment les couleurs adaptées à la roche de là où il habitait en fait. Ouais. Et, euh, et de prendre ce temps-là de regarder ce lézard pendant de longues minutes, aussi Hmm. par le biais de la photo, ben, je pense que Hmm. sinon, encore une fois, je l'aurais juste vu passer, je me serais dit, ah, il est mignon le lézard. Et là, du coup, j'étais là, ouais, du coup, il a telle couleur qui correspond à. Et on veut faire un joli cadrage aussi, du coup, on regarde les couleurs. Hmm. Enfin, il y a aussi ce truc-là de Hmm. vouloir faire la photo, je pense, aide Hmm. aussi à se poser. Tu parlais du Hmm. fait d'avoir du mal à être dans le concret. Moi, c'est aussi quelque Oui. chose que j'ai. Je suis un peu parfois flottante. Ok. Et le fait de prendre des photos, ça me pose aussi à vraiment prendre le temps de regarder. Ok. Je sais pas si je regarderais autant l'océan si j'avais pas des oiseaux à prendre en photo au loin. Ou. Je pense que ça m'aide aussi à me concentrer Ok. Ah, mais à le faire. Mm. c'est une belle astuce, ça. Mm. De se dire. Après, les photos,
Moi, je suis un peu partagée parce que souvent, on prend... Enfin, on a un peu le réflexe facile dans... Alors là, vraiment de manière générale, de tout prendre en photo, quoi. Tu vois un feu d'artifice, tu prends en photo, tu fais machin, tu prends en photo. Ah, c'est Il vrai faut que ça. photos du quotidien, ça, j'en fais jamais. Ouais. Nous, on fait pas trop de photos, on en fait dans le cadre du projet, de navigation, etc. Mais c'est vrai que je suis pas trop du genre à prendre des photos Mhm. de tout ce que je vis, mais j'aime bien prendre des photos ouais, de choses que je vois et où on s'attarde, du coup. Ouais. Mais ça, effectivement, C'est ça le va pas bon être des équilibre. petites choses. Ouais, Oui, juste pour se souvenir, quoi. ouais, c'est C'est... ça. C'est plutôt pour des choses où j'ai envie de prendre le temps, du Mhm. lézard ou. Par contre, effectivement, Oui, avec c'est la photo intéressant. animalière, il y a tout ce travail de aussi quel est notre positionnement. Il faut faire très attention parce qu'on est vite dérangeant Oui. quand on Mhm. veut prendre des photos. Donc les gens qui font vraiment de la photographie animalière, ils font de l'affût. C'est vraiment tout un protocole. Ouais. Il faut faire hyper attention. Et c'est vrai que l'hyper photo là dont tu parles, le fait qu'aujourd'hui on prend tout le temps Mhm. tout en photo, ça dérange aussi maintenant de plus en plus Ah ouais. les Ah, animaux j'avais sauvages. jamais vu ça, ouais. Donc Comme ça, comme ça. faut aussi faire Ouais. attention. Là, c'est vrai que moi, je me contente de faire plutôt des espèces qui passent autour de moi, en fait. Je vais pas Mhm. aller voir Ouais, pour ouais. pas justement aller déranger. Donc, je vais pas me déplacer pour aller prendre un oiseau. Mais Je reste s'il où je est là... suis. S'il est là, je vais pouvoir zoomer. Alors, le fait d'avoir un bel objectif aussi, ça permet ça. Mhm. De pas aller déranger une espèce sauvage. Prends vraiment des animaux qui sont plus timides ou qui vont avoir une vie sauvage, qui doivent pas être dérangés par l'humain. Là, c'est un Mhm. métier à part, hein. C'est le métier de Ouais. photographe animalier. Ils ont tout un protocole de déontologie, en fait, pour pas Mhm. déranger les animaux. Ouais, bah ils doivent attendre pendant des heures comme ça, Mm, tapis. mm. Ouais, ouais, carrément. Et puis même chez les gens qui font photographe animalier, il y en a qui respectent plus ou moins. Ouais. C'est important. Et pourtant, c'est hyper important de le faire, ouais. De faire attention à ce Ouais. qu'on fait et de pas, on le voit beaucoup hein, dans les sites touristiques, nourrir un peu les petits oiseaux pour qu'ils se rapprochent, pour faire une plus jolie photo. Ça faut pas, ça. Et ouais. Qu'est-ce que c'est au final vraiment de vivre sur un bateau, concrètement? Et parce que bon, forcément ça fait un mode de vie un peu durable, mais c'est pas, pas ce que vivent le commun des mortels. Enfin, qu'est-ce que c'est le mode de vie sur un bateau à voile? Et ben du coup, c'est un mode de vie qui est apparemment très simple, puisque du coup, on l'a dit, nous on est sur un bateau qui fait 9 mètres, donc c'est vraiment assez petit. Et donc, tout est pensé pour être c'est du minimalisme hein, quand même par rapport aux gens qui vont faire du minimalisme dans leur vie. On possède assez peu de choses. L'énergie aussi, c'est une vraie question. Ah ouais, oui. Dans nos modes de vie citadins ou même peu importe, en tout cas dans des maisons ou des appartements, on a l'énergie. Alors on la paye, donc on essaie de l'économiser, mais elle est quand même à peu près tout le temps illimitée, accessible Hmm. facilement. On allume la lumière, elle Hmm. s'allume, on ouvre l'eau, l'eau coule. Hmm. Sur un bateau, nous, on a un réservoir d'eau qui fait 120 litres. Ah ouais. 120 Donc litres, c'est une c'est... grosse baignoire, hein, à peu près. Une Ouais. très grosse baignoire, mais une grosse baignoire. Et nous, avec ça, on doit être capable de vivre pendant plusieurs semaines. On peut vivre 3, 4 semaines avec une grosse baignoire. Du coup, ça amène à se rendre compte que l'eau, elle est hyper précieuse. Et, Ouais. En fait, vous buvez juste? on boit, on cuisine, on Ouais. se lave un peu. Après, effectivement, on va plutôt faire des choses avec l'eau de mer. Bah ouais, ouais, ouais. Mais du coup, voilà, l'énergie et les énergies. Nous, on n'a pas de panneau solaire, on a une éolienne. Donc, Ok. du coup, c'est le vent qui nous produit notre énergie. Mais quand il n'y a pas de vent, du coup, il faut encore plus faire attention à ce qu'on consomme. Bah ouais. Et allumer une lampe pour lire un bouquin le soir, finalement, c'est une consommation d'énergie Ah, à laquelle il punaise. faut réfléchir. Est-ce que j'allume la lampe ce soir Et est-ce ou... que vous avez des bougies? Non, ça prend trop de place. Alors, on a des bougies au cas où, mais ce serait un Ouais. peu dangereux en termes de feu aussi. Ah oui. Donc, Faudrait pas que le bateau brûle. c'est ça, on a des bougies pour si on a un blackout, qu'il n'y a plus d'énergie, plus d'électricité. Ouais. Mais non, on est plutôt avec des petites lampes à LED. Mais on va Ok. avoir voilà, une lampe dans la partie centrale, deux toutes petites lampes à côté du lit, une Ok. lampe près de la cuisine, une lampe dans les toilettes. Mais jamais on allume toutes les lampes en même temps. Bah ouais. Alors que c'est des petites LED, ça consomme pas grand-chose. Mais Mais c'est... en fait, c'est quelque chose auquel on pense. Il Et faut ouais, et penser. ça fait prendre conscience finalement de... Bah que c'est pas si facile quoi d'avoir de tout ça quoi. Ouais, alors que c'est vrai que ça nous paraît tellement illimité. Bah oui. Mm. Ok. Ah ouais, c'est hyper intéressant. Imaginons que nous ayons un mode de vie très durable et que nous soyons souvent au contact de la nature. Est-ce que si on enlevait totalement ce contact
avec les animaux. Bon, après, il y a toujours un minimum, mais est-ce que si on. Bah, quoi que non, si on est dans une ville où vraiment il y a presque pas de nature et qu'on s'y intéressait pas, etc., est-ce on aurait toujours la force, entre guillemets, de vivre de manière durable ou est-ce qu'on n'arrêterait pas juste? Je veux dire, pour souligner un peu l'importance de ce contact-là dans notre mode de vie à nous, dans les choix qu'on fait. Ouais, bah, je pense pas, moi. On peut pas. Si on sait pas ce qu'on protège, comment on le protège? Mm. Alors, tu parles de contact, effectivement, il y a le contact direct. Ça peut aussi être du contact indirect, finalement. Ah bon. On parle de gens qui font de la photographie animalière, Ah bah, de oui, regarder leur travail. ah Et oui. Mm. on n'a pas non. Je pense qu'on peut pas se dire qu'il faut qu'on ait tous tout vu Ah pour bah avoir voilà. envie de le protéger. Parce que si on va Mhm. tous regarder les glaciers dans le Grand Nord, et ben Oh punaise. voilà, c'est aussi un Ouais. problème de. Je pense qu'il y a un peu un truc qui est à double tranchant, quoi. Mm, D'un mm. côté, il faut. Je pense qu'on se reconnecte davantage à la nature, en tout cas, alors la nature au sens large, mais aux écosystèmes, pour se rendre compte qu'on fait partie d'un tout et qu'on n'est Ouais. pas dissocié de ça. Et à la fois, il faut aussi qu'on se garde de se dire qu'il faut qu'on ait vu les choses pour avoir envie de les protéger. Et Mm. aussi écouter les récits de ceux qui y sont, de ceux qui y vivent, pour... je pense que c'est à C'est la fois intéressant. de soi-même et à la fois de savoir écouter des récits qui peut nous permettre Ouais, de nous c'est faire sûr. bien comprendre en quoi on fait partie d'un tout, un écosystème Bah, en c'est entier. super intéressant comme réponse parce que je trouve qu'effectivement il y a souvent la course à tout voir dans sa vie. Mm. Et bon là, donc c'est sous le prisme de voir les choses à protéger, mais même de manière générale, de se dire, bah en fait, est-ce que, est-ce que la quantité vaut la qualité aussi pour revenir Mm, mm. sur prendre le temps de voir les choses? Est-ce qu'on ferait pas mieux de voir moins de choses et accepter que bah, en 80 ans de vie, on va pas tout voir, mais que les choses qu'on voit, on peut les apprécier, quoi. C'est... Bravo, bravo. Est-ce qu'on pourrait pas un peu parler de l'émerveillement vs l'efficacité? C'est-à-dire que en ayant un mode de vie qui prend en compte la lenteur, où on s'émerveille plus, on prend le temps d'eux. Déjà, est-ce que t'as toujours eu un peu cette chose-là de prendre le temps sur certaines choses, ou à un moment dans ta vie, t'étais un peu plus speed? Alors, à la fois, on parlait de prendre le temps d'observer, ça c'est quand on est dans les périodes où on fait ça, mais on a toujours aussi des gros moments de speed par le biais de notre métier aussi. Ok, On a le magazine à éditer, les animations à faire, les enfants qui viennent nous visiter, etc. Donc ok. on n'est pas non plus complètement dans une vie contemplative où on peut juste regarder les mouettes passer. Ok. Ce serait très chouette, mais on n'en est pas là. Actuellement, on travaille sur le projet aussi. C'est un projet de médiation, donc il y a Mhm. beaucoup de travail à faire autour de ça. Et c'est plutôt que les temps d'observation, on se donne ce temps-là de la qualité de l'observation. Je pense que tout un chacun, j'ai pas moi un mode de vie où j'ai plus le temps que n'importe quel auditeur là. Par Oui. contre, dans les temps où je me dis que je suis dans l'observation, j'essaye de me Mhm. garantir un temps de qualité pour ça. Euh, et c'est Et peut-être ça qu'on a du mal aussi dans nos vies un peu ouais, pressées à faire. parce que ouais, mais du coup, même quand t'es dans les moments plus speed où tu dois éditer le magazine, etc., tu enfin, tu travailles pas de 8 heures à 22 heures ou si, Si, parfois si. plutôt, ouais, si, c'est plutôt ça. Ok. Donc Ouais, non, c'est un projet qui est quand même très intense. ouais. Parfois, les gens peuvent imaginer que parce qu'on vit sur un bateau, Hmm. c'est tout est Oui, oui, calme et oui. tout est doux. Non, alors effectivement, il y a différents temps en fait. Ok. Peut-être on répartit notre temps différemment. Quand Ouais. on est en mer, vraiment en navigation, là, on n'a pas d'internet, on n'a pas d'ordinateur et on est là pour le coup vraiment dans le temps long. D'accord. Quand on est en phase d'écriture, de rédaction, de travail, bah là on a une journée de travail plus classique, en tout cas, beaucoup, voire même qui peut être parfois très intense. Mais Ouais. effectivement, on gradue entre les deux. Ouais. Et ok, parce qu'en fait, ma question, ça allait être un peu sur est-ce que t'as remarqué des moments dans ta vie où
où t'allais optimiser quelque chose que t'allais faire, mais du coup, que ce soit au travail ou même dans la vie perso, alors qu'au final, ben, ne pas forcément chercher l'optimisation, ça t'aurait pas tant porté préjudice et ça t'aurait permis de plus euh, bah, vivre dans cette optique-là de on n'est pas obligé de tout faire hyper rapidement et mais du coup si t'es dans des Bah ouais, encore une fois, ça dépend de ouais quelle phase de la vie, de ma vie en tout cas, on parle. Est-ce que c'est les moments où, comme on disait c'est intéressant. en navigation, là, on avait prévu de rentrer en à peu près 2 semaines, une dizaine de jours. Mm. Et puis on a mis 4 semaines. Mm. Alors là, pour le coup, bah, on est obligé on peut pas optimiser en fait. Il y a rien à faire, il n'y a pas de vent. Oui. Après, il y avait trop de vent, on était coincé au port, il y avait des coups de vent vraiment forts. Et du coup, il y a ce truc-là où, bah, à la fois, on était de plus en plus pressés parce qu'on Mm. avait des activités prévues, des enfants à rencontrer, des visites scolaires, etc. Et à la fois, bah, on est obligé de lâcher du lest, hein. De toute façon, il n'y a Mm. rien à faire. Mm. Et ça, c'est assez agréable, je trouve. Ok. Parce que du coup, euh, ouais, il y a juste à attendre. Ouais. Et du coup, on est obligé Oui. de, Peut-être tu prends du de recul lâcher le sur truc, quoi. au final bon la vie c'est comme ça et tout mais bon quand tu c'est vrai que je vois cette sensation agréable de bah de toute façon on peut pas quoi on se alors ça me fait penser à un truc que j'ai fait récemment j'ai fait un week-end où j'utilisais pas mon téléphone et enfin pas les écrans tout court et à part pour filmer mais et du coup j'avais laissé les notifications au cas où il y a une vraie urgence et en fait, je voyais toutes les notifications arriver. Et comme je m'étais un peu accordé ce temps où, bah, de toute manière, je devais pas répondre parce que je faisais vraiment assez strict sans utiliser, et bah, ça m'a fait un peu cette impression d'être libérée et de me dire, oh, j'ai pas, de toute manière, je peux pas répondre et tout. Bah, on va repartir du coup sur les bienfaits que bah, observer son environnement peut amener à nous-mêmes et peut-être aux autres et à l'environnement. Enfin, déjà, juste sur l'environnement, je pense que c'est sûr que ça amène des bienfaits dans le sens où avoir un mode de vie où on prend plus où on a des moments, alors qui peuvent être du coup dans le quotidien ou qui peuvent être des longues périodes sur un bateau, où on prend plus le temps et finalement on prend du recul un peu sur nos vies, on n'a pas de la tête dans le guidon, quoi. Forcément, on mettra moins de pression sur l'environnement, on sera peut-être moins en production et consommation effrénée, et du coup, bah, les ressources auront plus le temps de se régénérer, etc. Enfin, c'est forcément bénéfique. Mais du coup, je me disais aussi, par rapport à l'environnement, forcément, quand on observe bah, ce qui se passe, on a cette sensibilité-là et on a plus de chances d'adopter un mode de vie durable. Et le frein que je vois, c'est... Alors peut-être que du coup vous y répondez un peu avec Voyage en patrimoine, mais c'est de... Ou je sais pas. Mais c'est de... Le gap entre ce qu'on voit et les actions qu'on doit réaliser pour ne pas détruire ce qui nous émerveille. Et je trouve que c'est pas toujours facile en fait de bah, déjà de bien comprendre ce qui nous entoure, c'est quand même complexe. Et ensuite, quelles sont les actions qui vraiment sont importantes et un peu la hiérarchie des actions à effectuer. Enfin, finalement, c'est pas si simple que ça quoi, d'adopter un mode de vie durable. Et du coup, il y a peut-être un peu ce frein-là de bah, le lien je vois, j'aime et du coup je protège. Enfin, le lien, oh, je suis hyper longue, pardon, mais le lien je vois, j'aime, j'ai envie de protéger est facile, mais entre j'ai envie de protéger et je protège vraiment, je vois vraiment ce frein-là, du coup, enfin, et c'est un bienfait à la fois, oui, mais si on n'arrive pas à passer à l'action, voilà. En tout cas, nous, on a beaucoup réfléchi à notre positionnement par rapport aux questions d'écologie. On a vraiment fait ça pendant la première année d'expédition. Parce qu'on a vécu un moment un peu traumatisant. Enfin, traumatisant. C'était quand même assez fort. On a fait une vidéo avec une école et on était avec des petits, du coup, des CE, CM, donc Ok. voilà, des petits choux, quoi. Ouais. Et, euh, et ils nous ont questionné que sur des choses horribles sur l'océan.
et parce qu'ils étaient dans une semaine où ils travaillaient sur le climat et les problématiques, du coup, Ok. écologiques. Et en fait, ils nous ont posé que des questions affreuses. Est-ce que vous avez vu des tortues avec des pailles dans le nez? Est-ce que vous avez vu des marées noires? Est-ce que vous voyez la montée des eaux, des endroits qui disparaissent? Enfin, et alors, ils avaient une conscience aiguë de tout ce qui peut aller mal, mais du coup, ils étaient focalisés là-dessus. Hmm. C'était des enfants. Et du coup, pour nous, c'était assez violent parce qu'on pensait être un peu le truc rigolo pour eux dans la semaine. Ouais, Et on et avait là, ça envie de leur parler finit. de ce qu'on aime, ce qui nous anime, du plaisir d'aimer l'océan. Et eux, du coup, de l'océan, ne percevaient plus que toutes les catastrophes liées à l'océan. Ah. Alors, ça nous a amené dans de longues semaines de réflexion. On a beaucoup travaillé en équipe là-dessus, de se dire, mais qu'est-ce qu'on raconte et à qui on le raconte et comment on le raconte pour pas que... parce que là, on perd pied, en fait. Hmm. Et qu'on ait 8 ans ou 50, je pense que si on n'a plus que ça en tête, Bah on perd ouais. pied, on fait plus rien. Bah c'est Et ça, là, on en fait, lâche trop l'affaire, quoi. négatif, ça entraîne pas le passage à l'action. Non, parce qu'on devient... En fait, on est en sidération, Bah ouais, juste. la peur paralyse. Exactement, et on sait plus quoi faire, et on se dit, il y en a trop, et on sait plus par quel... Ouais. C'est un des facteurs d'éco-anxiété, on sait plus par quel Point. point partir, Ouais. d'où partir, quoi. Donc ça a vraiment été une vraie réflexion de se dire comment nous, on aborde l'écologie dans nos supports, et avec les enfants, et aussi avec les adultes. Hmm. Alors, on n'a pas de solution miracle. Les gens qui font de la sensibilisation à l'écologie depuis des décennies maintenant, ils galèrent toujours et ils voient que finalement, ça n'a pas très bien marché, tout ce qu'ils ont essayé de mettre en place. Donc, ça ne veut pas dire que nous, nos solutions, elles sont Oui, bonnes, hein, parce que mais c'est... on est plein à essayer depuis des décennies de sensibiliser et on voit combien c'est difficile de convaincre. Bah ouais. Donc, Mais... nous, on a essayé d'identifier plusieurs du coup, leviers, en tout cas, de ce que nous, on avait envie de faire. Il y a cette idée déjà d'émerveillement, de reprendre le temps de voir aussi les choses qui vont bien, ce Mm. qui est beau, quand bien même c'est fragile, quand bien Mm. même ça va pas toujours très bien, de pas tout le temps focaliser sur ce qui va pas bien. Mm. J'ai un petit peu l'exemple du reportage Amélie Mallier, où on va s'émerveiller pendant des heures, parfois, enfin voilà, 50 minutes de reportage sur un petit animal mignon, et puis le reportage se termine quasiment toujours par les dangers qui pèsent sur. Mm. Et ça, c'est un truc, mais tout le temps dans les reportages, ça termine par ça. Et du coup, on était trop contents de voir notre petite belette pendant 50 minutes, et puis à la fin, on nous dit, bah en fait, elle va disparaître. Ok, alors ça veut pas dire qu'il faut pas le dire, Oui, bah, mais est-ce qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on doit dire que ça va mal se passer? ouais. Ça, c'est vraiment Ouais, une vraie question à laquelle j'ai pas une réponse absolue, mais nous, on a fait le choix que non. On a fait le choix de sans mentir, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre à ne pas mentir, mais en même temps ne pas focaliser sur les problématiques, parce que sinon on a juste une liste à points de tout ce qui va pas bien. Puis t'en ressors un peu lourd, quoi. Exactement. Et alors, c'était hyper flagrant sur des enfants, parce qu'il y a ce côté émotionnel aussi. Nous, en tant qu'adultes, on se dit, waouh, on n'a pas le droit de leur faire vivre ça à leur âge. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment extrapoler aussi sur les adultes, cette accumulation de mauvaises nouvelles, dans un monde qui est quand même assez complexe sur plein de sujets, au-delà de l'écologie, où du coup, ça se rajoute à un ensemble de problématiques, qu'elles soient personnelles ou sociétales. Et du coup, on peut pas tout le temps refocaliser là-dessus parce qu'on on sait plus, on perd pied, quoi. Donc voilà, nous, ça c'était un des partis pris éditoriaux, d'être dans parfois l'émerveillement gratuit entre guillemets, dans le sens où on va pas derrière dire attention, il faut protéger, en fait. Ça va finalement être aussi de l'implicite. On laisse à la personne le soin de se faire ses propres jugements aussi et de se dire elle-même, j'ai envie de protéger ça. Et oui. Donc ça, c'était un des points, nous, qu'on a ciblé. Et puis aussi, on a un des magazines qui s'adresse plutôt à un public jeunesse. Et donc, de se dire, avec des enfants, nous, en tant qu'adultes, sans leur mentir, on est quand même tenu un peu de les protéger, de leur amener les informations qu'ils sont en mesure de comprendre et sur lesquelles ils sont en mesure d'agir. Nous, ce qu'on fait beaucoup avec les enfants, c'est qu'on va parler, par exemple, de surconsommation. Parce qu'un enfant, il peut agir sur sa consommation. Sur les jouets qu'il demande à Noël, s'il dit « je veux des jouets d'occasion, j'en veux moins, et je veux des Lego qu'on achète d'occasion », par exemple, et ça, l'enfant, il peut faire quelque chose. Par contre, si on le parle de d'autres sujets comme
Bah oui, on parlait des marées noires, là, du coup, les enfants qui étaient focus sur les marées noires, ils peuvent rien y faire, les enfants, aux marées noires. Donc, il faut faire attention à pas non plus leur apporter des infos sur lesquelles ils n'ont pas de capacité d'action. Ouais, parce que c'est dur aussi de faire le lien sur, bah, par exemple, je sais pas, la surconsommation et la marée noire. Quand on est enfant, on se dit, enfin, ouais, c'est pas assez évident, quoi. Nous, ça nous semble évident, mais... Ouais, donc du coup, je pense qu'il faut que, en tout cas, c'est tout un... Dans notre ligne éditoriale, on a vraiment réfléchi à ça, d'amener plutôt... typiquement, voilà, la surconsommation, c'est un bon exemple parce qu'on vit sur un bateau. Ouais. On peut pas surposséder des choses, hein. Le bateau, il fait 8,75 m. Et ouais. Tout ce que je possède doit rentrer là-dedans. Sachant que au Et en moins plus, les vous deux êtes tiers de deux. la place, c'est pour des trucs Ouais. techniques, hein, les Ah voiles, oui. les cordes, Oh là l'encre là. et tout ce qu'il y a besoin pour que le bateau il Ah ouais, avance. donc... Donc il reste pas beaucoup de place pour m'acheter des vêtements ou posséder des objets de déco, quoi. hmm. Et en fait, ça, c'est quelque chose dont on peut parler. C'est chouette, c'est agréable. C'est pas quelque chose que je subis, dans le sens où c'est une absence de consommation choisie. C'est voilà, c'est moi qui ai voulu vivre sur le bateau, et donc, du coup, j'ai fait ce choix-là. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que ça implique? Et donc, ça, c'est quelque chose dont on peut discuter facilement avec les enfants et qui peuvent transposer à leur vie à eux. Et là, hop, ils ont une porte de sortie, une marge Ouais. de manœuvre, en fait. Oui, oui, Et ça du coup, incite ils à peuvent être l'action. actifs. Ok. Est-ce que déjà avant donc les 4 ans où donc tu pars dans de longues périodes naviguer, est-ce que tu avais déjà des moments où c'était un peu comme ça à ralentir ton mode de vie, enfin je sais pas, peut-être pendant les vacances ou quoi? Ou est-ce que peut-être que tu avais aussi moins de moments de rush? Enfin je sais pas. C'était... Bah, effectivement, si, à plutôt faire du vélo, de la marche. Ouais, ok. Et Et... on s'est rendu compte un jour que tous les projets qu'on a fait avec l'association, c'est des projets qu'on a eu en idée à des moments justement où on s'était pris du temps pour aller faire du vélo pendant 3 jours. Et hop, c'est là où à chaque fois on a eu des idées de projets qu'on a concrétisés avec l'association. Oui, Du ça coup, m'étonne pas. je pense que c'est aussi, bah, on se décentre de nos vies un peu Ouais, trépidantes là, et puis on peut avoir le temps ok. de... Et du coup, un peu cette prise de recul et même donc s'émerveiller des choses, etc., est-ce que t'as l'impression... Enfin, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu l'as pas fait? Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, Ok. Parce que, et du coup, ouais, ouais, bah ouais. est-ce que t'as l'impression que l'avoir intégré dans ta vie, ça a eu un impact positif sur ton bien-être général ou sur certaines choses? Bah, on se le dit souvent quand on a... Parce qu'on a eu quand même beaucoup de moments qui sont assez intenses, où on travaille vraiment beaucoup, beaucoup. Ok. Mais c'est vrai que la semaine suivante, on va avoir la chance d'être voilà, à observer, faire de l'observation animalière, étudier des sujets d'histoire, prendre le temps Hmm. de découvrir des cultures. Et du coup, souvent, on se dit, à la fois, on a des moments qui sont intenses, et parfois, on peut se demander pourquoi je fais ça, pourquoi je travaille autant pour... Et puis Hmm. bah, la semaine d'après, on comprend. Parce que du coup, on a cette chance-là, du coup, cette chance qui est construite, hein, mais d'avoir ces moments-là de temps Hmm. qui sont rendus possibles aussi parce qu'on a des vies peut-être un peu plus intenses, un peu intenses à d'autres moments. Ouais, en Ça fait, donne envie effectivement, ouais, on a des moments qui sont très intenses, on va beaucoup travailler, mais ils nous permettent de d'avoir... créer des moments de qualité à d'autres Ouais. instants où on va être là plus dans le temps long, l'observation. Et Hmm. donc, on se rend quand on est dans ces bons moments-là, de temps long, on se dit, ah, c'est pour ça qu'on faisait tout ça. Hmm. Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'aimerais bien. Enfin, c'est difficile dans nos sociétés d'avoir beaucoup de moments longs, quoi, je trouve. Moi, j'aimerais bien trouver un. Enfin, ça m'étonnerait que je le trouve, mais un métier qui me permette d'en avoir souvent, souvent. Mais bon. Enfin, je me dis, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ils étaient tout le temps. Bon, après, ils chassaient et tout. Moi, j'ai pas forcément envie de chasser, mais je sais pas, je trouve ça un peu. Enfin, j'ai de la chance là parce que du coup, je me lance. Je peux me lancer dans le projet pendant un an. Mais j'ai un peu l'angoisse, entre guillemets, d'après devoir retourner à un travail plus normal, etc. Et ça me. Puis toute la société est conçue pour qu'on se crée des besoins qu'on n'a pas. Du coup, Ouais, quand on rentre dans l'engrenage, je pense que c'est hyper dur d'en sortir. ouais. Compliqué, compliqué. Mais bon, c'est pour ça qu'existent les utopies
des modes de vie durables, ou peut-être qu'on a besoin de moins travailler pour moins consommer. Donc, on a parlé des bienfaits pour nous, pour l'environnement, mais est-ce que s'émerveiller et du coup prendre un peu des moments de recul et des moments où on n'est pas dans le vif, est-ce que ça peut avoir un impact positif sur les autres? Et est-ce que ce serait pas un peu... Enfin, bon, voilà, je parlais d'utopie, mais finalement, une société où bah, il y a plus d'entraide, plus d'écoute. Parce que je remarque que souvent, en fait, ce qui nous empêche d'aider les autres, en général, c'est juste qu'on n'a pas le temps. C'est... Bon, ou l'énergie, mais c'est un peu la même chose, mais c'est que souvent, juste, on est pressé, ou ah, on devait faire ça, ou bon, bah, on va pas prendre le temps si ça nous apporte pas de l'argent, si ça nous permet pas d'avancer dans X, Y. Et en fait, c'est tout le temps l'excuse du temps, et je me dis, mais du coup, à quel moment, en fait, on peut prendre le temps d'aider quelqu'un? C'est hyper... Et j'ai une anecdote sur ça qui était que j'ai entendu dans un podcast qui s'appelle The Happiness Lab du docteur Laurie Santos qui en fait dans chaque épisode elle explore un sujet sur bah, comment on pourrait être heureux dans un épisode elle parlait du fait qu'on était constamment pressé et qu'ils avaient mené là-dessus une expérience sociale et en gros c'était des étudiants qui allaient assister à un cours. Je crois que c'était des étudiants, mais dans un truc, pas des moines, mais des religieux. Et ils allaient assister à un cours sur euh, les préceptes de Jésus ou je sais pas quoi, sur aider son prochain. Et c'était vraiment ça le sujet du cours. Et en fait, à un groupe d'étudiants, ils leur ont donné, ils avaient le temps d'y aller, je simplifie, hein, et un autre groupe où ils étaient pressés. Et, et sur le chemin pour aller au cours, il y avait un homme qui était blessé par terre et dans le besoin, et les étudiants devaient passer par là pour y aller. Et ils ont... Alors je sais plus quelles sont les statistiques, je les remettrai en description, mais c'était vraiment, je sais pas, 60% du premier groupe s'arrêtait pour l'aider, et 5% du deuxième s'arrêtait pour l'aider. Et c'était flagrant, je crois que c'est à peu près ça, mais je remettrai précisément. Et en fait, ça m'a fait penser du coup à un autre épisode en me disant, bah, en fait, si on prend pas le temps d'observer aussi, bah, alors, encore un exemple, mais pas plus tard que tout à l'heure, je rentrais chez moi et ma vision périphérique m'a indiqué qu'il y avait un truc qui se passait à droite et j'ai pris le temps d'observer. En fait, c'était une pauvre dame qui sortait du dentiste et qui n'arrivait pas à tenir la porte et sortir sa poussette en même temps. Et du coup, j'ai pu l'aider et je me suis dit, bon, déjà, si j'avais pas observé, j'aurais pas aidé. Mais si en plus j'étais hyper pressée, est-ce que j'aurais pris le temps? Bon, là, je pense oui, parce que ça m'a vraiment pris 30 secondes. Mais c'est un peu toute cette notion-là, quoi, de se dire, bon. Donc, Et de s'aider, ouais, effectivement, et aussi de se comprendre, de ouais, savoir qui est l'autre. oui, Euh, effectivement, ouais. ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, peut-être que je quitte un peu, mais plutôt si on veut aller dans la direction de, pour comprendre, déjà, Mhm. comprendre l'autre, qui est la première étape Oui, pour qu'on vive ensemble. C'est vrai que nous, on a fait ce choix-là que nos escales sont longues. Donc, en ok. fait, on va pas très loin, on visite pas plein de choses, mais Mhm. quand on est quelque part, on y est longtemps. Et du coup, bah, ça permet de comprendre aussi à la fois le lieu où on est et aussi les gens autour de nous. Mhm. Et d'avoir ce temps-là de comprendre et d'observer. On parlait d'observer les écosystèmes, mais on peut faire exactement la même chose avec des humains. Oui, C'est des écosystèmes c'est aussi. sûr. De regarder les sociétés, comment elles fonctionnent, comment les gens interagissent entre eux, etc. Et ça, c'est pareil, de par notre position, nous, de voyageurs du temps long, on le voit bien par rapport à des personnes qui sont parfois dans le même lieu, mais en position touriste, Mm. de touristique, donc court. Ils ont un temps de vacances donné. Mm. Ils n'ont pas le temps d'apprendre un peu la langue, de parler avec les gens. Encore une fois, il faut voir, il faut voir, il faut voir. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire pendant les vacances. Et vraiment, c'est pas un jugement de valeur. Ils ont une Oui, semaine de vacances, il faut en oui, oui. profiter. Et effectivement, on se rend compte, nous, de la chance qu'on a aussi d'être un mois et demi, parfois dans un village, Mm. un petit village. Mm. Du coup, bah, on va avoir le café où on passe du temps, les gens qu'on salue, même si c'est juste se saluer dans la rue,
sans se parler, se dire bonjour, ça, se rendre compte qu'on se reconnaît, etc. Euh, le temps aussi, je pense qu'il est super intéressant de l'avoir pour faire partie d'un lieu et avoir cette capacité d'essayer de comprendre et d'interagir avec l'autre. Sans que ce soit nécessairement de papoter avec tous les habitants du village, hein, c'est pas forcément la question, mais d'en faire partie en tout cas, de faire partie aussi d'un moment donné d'un collectif. Si on doit aller vite, 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 en fait, on n'a pas le temps. Ne serait-ce que l'apprentissage de la langue. Oui, mais ça, faut écouter pour... On était sur des îles portugaises, là, et c'est incroyable de voir que très peu de gens disent... Je dis pas que tout le monde doit parler portugais quand il vient en vacances, mais bonjour, merci, au revoir, dans la langue du pays d'accueil, ça semble pas incroyable. Et en fait, personne le fait, tout le monde parle en anglais. C'est incroyable. Alors, les Portugais, les Açoriens, ils parlent super bien anglais, du coup, parce que c'est comme ça. Mais du coup, encore une fois, j'ai pas eu le temps d'apprendre, j'ai pas pris ce temps-là de quelques minutes d'apprendre la langue. Et moi, souvent, les Portugais, quand moi je parlais un petit peu portugais, je suis pas du tout bilingue, hein, j'ai essayé de parler un petit peu portugais, d'apprendre, et souvent ils me disaient pourquoi t'apprends le portugais. Parce que c'était tellement pas habituel que quelqu'un fasse cet effort-là. Et tu lui répondais quoi ? Bah pour te parler. Et quitte à même, des fois je questionnais sur et comment tu dis ce poisson, comment tu l'appelles, quand bien même je vais pas retenir. Comme ça, parce qu'une personne m'a dit une fois le nom du poisson. Moi, j'ai pas une capacité de retenir ça. Mais du coup, on a fait un pas vers l'autre aussi. On a pris le temps, pour revenir au temps, de faire un pas vers l'autre et de s'intéresser à lui. Connaître, quoi. Voilà. Et c'est vrai que le voyage à la voile, le fait d'être dans des escales comme ça sur des longues durées, ça permet d'être beaucoup plus dans cette démarche-là. Parce que je réfléchis du coup comment en fait avec un travail 35 heures normal, on peut apporter peut-être je sais pas, remettre cet intérêt à l'autre même sans partir en vacances, même sans partir. Comment dans notre quotidien on peut faire en sorte de plus écouter, de plus peut-être frapper à la porte de son voisin et lui demander s'il a besoin de quelque chose. Mais c'est vrai que ça deviendrait bizarre maintenant. On est tellement... On se parle plus les uns les autres, on connaît plus nos voisins de palier, on sait plus qui sont nos proches géographiquement, quoi. Oui, c'est vrai, il y a moins cette... Mais c'est marrant ça qu'à une époque... En fait, moi ça me sidère toujours qu'à l'époque où la communication est le plus développée, on ait cette distance dans la vraie vie qui s'installe de plus en plus. On a peur un peu les uns des autres aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier dans la vie de gens qui naviguent. Effectivement, on est dans des ports, il y a d'autres bateaux autour de nous, et c'est vrai que le rapport est très vite très simple entre deux personnes qui sont sur le même ponton. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me surprend toujours parce qu'on s'invite à boire l'apéro, on se parle, on se dit bonjour tout de suite. Très rapidement, on sait comment s'appelle notre voisin, de quel pays il vient, de quel pays, d'où il a navigué, etc. Alors que quand j'étais sédentaire, je ne sais pas qui étaient mes voisins de palier. Je leur avais jamais parlé. Il y avait bien celui au-dessus avec le chien qui aboyait trop fort où je lui avais dit bon, c'est un peu pénible. Oui, on y va quand il y a un problème, quoi. C'est ça. J'ai pas été frappée chez lui pour lui demander comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais et ça te dit pas on boit un coup. Alors que ça, on le fait beaucoup entre marins. Il y a un truc peut-être que comme tout le monde est un peu nomade, les relations elles sont différentes, elles sont vraiment différentes. Mais je pense que c'est quelque chose que j'essaierai de garder en tête si un jour je me resédentarise dans un lieu. D'essayer de garder cette ouverture à l'autre aussi, qu'on a beaucoup plus facilement en tant que voyageur à la voile. Mais c'est pas facile. Hein. Moi, je pense à moi, dans notre immeuble, il y a des jeunes où alors j'aurais un peu plus parlé, ils sont dans l'étage en dessous, où on va peut-être se voir à un moment, faire un petit repas du coup. Mais bon, ça fait déjà hyper longtemps qu'elles sont là. Mais peut-être l'âge, avoir le même âge, ça rapproche un peu. Je pense dans les immeubles universitaires, etc., il y a plus d'une cohésion que dans les immeubles de base. Mais c'est vrai que ça perd un peu du... Bon, déjà que c'est compliqué de trouver un sens à la vie, vu que c'est un peu bizarre d'être juste là sur Terre un temps donné, et puis après de repartir à la poussière.
mais je trouve que dans sa vie, de pas laisser la place à aider son prochain, ou même à découvrir d'autres horizons que juste son cercle, ça fait perdre un peu de sens à la vie, quoi. On se dit, bon, bah, c'est un peu... Ouais, mais on est tellement pressés que on est là, on s'est levé tôt. En plus, là, on est en région parisienne, on a pris le RER, on a Oh été là là. bosser, Ah bah on ça. revient, on est fatigué. Et du coup, on a plus le temps de. Bah ouais, et puis plus l'énergie. Mm. C'est... J'aimerais bien trouver un petit truc, parce que là c'est un peu du coup pessimiste, quoi, de se dire, bah... Ouais, mais si on en a pris conscience, peut-être qu'on peut justement. Ouais, se dire, bah voilà, dans son quotidien, comment on pourrait un peu, pas forcément des grandes actions, mais se dire, bon, je fais des petits cookies pour les voisins. Ouais, carrément, carrément. Ouais, bon. Eh bien, parlons un petit peu maintenant, donc on en a parlé un petit peu tout le long, mais un peu plus en détail de Voyage en patrimoine. Du coup, bah, le projet est né lors d'une sortie en vélo, je sais pas, l'idée du projet en tout cas. C'est les personnes qui sont à l'origine, donc c'est toi et ton compagnon, Mhm. et après vous avez embauché plus de personnes pour vous suivre dans l'association, c'est ça? Ouais, bah en fait, on a l'idée à fédérer des gens que ça a Ok, motivé. Le tout premier projet qu'on a fait avec l'association, on avait construit des canoës et ok, descendu la Loire en ok. canoë. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est long, c'est lent, on rame, Ah on bah pagaie, ouais. et voilà, et le temps passe, et puis on observait. Et un petit peu avec la démarche qu'on a aussi aujourd'hui, d'aller voir sur le chemin des scientifiques, des historiens, des habitants, des passionnés, voilà, d'écouter des Hmm, récits de plein de gens différents, avec des regards différents. Et de tout ça, à l'époque, on en avait tiré une exposition. ok, Donc là, déjà, autour de l'association, on avait fédéré à la fois des artistes, historiens, scientifiques, qui ok. avaient participé à la conception de scénographes aussi, à la conception, à la fabrication de l'exposition. Et donc ça, c'était le premier projet. Et donc là, actuellement, on est donc sur le second projet. Et donc là, c'est une expédition qui est à la voile. Et donc effectivement, on est deux sur le voilier en permanence. Et après, on a des bureaux à Rennes avec le reste de l'équipe. Ouais, Et puis aussi d'autres gens qui gravitent autour de l'association, qui ok. travaillent avec nous, soit comme bénévoles, passionnés, soit des personnes qui vont faire des tâches professionnelles, la relecture orthographique par exemple, ou des tas de petites Ok. choses qu'il y a quand on produit un magazine. Et donc finalement aujourd'hui, ouais, on est une quinzaine de personnes à peu près qui gravitent autour du projet du magazine. Ok. Ok, ok. Et du coup, bah, du coup, à travers le magazine, vous cherchez, enfin, en quoi il consiste exactement le magazine? Alors bah du coup, il va raconter nos découvertes. C'est vraiment, on arrive dans un lieu, on n'étudie pas le lieu avant d'y aller. Ça, c'est vraiment quelque Ok. chose qu'on ne veut pas faire. On s'était dit au début que c'était une bonne idée et on s'est rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que sinon on arrive dans un lieu avec des idées reçues Hmm, sur les gens, sur les choses, sur les animaux, etc. Et donc l'idée c'est vraiment ça, on arrive dans un lieu sans idées reçues, on l'observe. De ces observations, avec notre petit regard à toujours se poser des questions, et ben on se pose plein de questions et ensuite on va chercher à répondre à ces questions. Et pour y répondre, bah, on se demande quelles sont les bonnes personnes, les bons hmm, interlocuteurs. Et donc là, on sollicite scientifiques, historiens, etc. ok. De tout ça, on en tire du coup des articles et on essaye de trouver aussi une cohérence pour justement ne pas avoir des articles d'histoire, des articles de biologie, des articles de physique par exemple, mais vraiment voir que tout ça c'est lié et que nos Hmm, cultures humaines, elles sont vraiment liées au lieu où on vit, à ok. l'écosystème, à la géologie. Il y a vraiment toutes les disciplines sont un peu mélangées dans notre magazine Ok. pour qu'on se rende compte que tout est lié en fait. Ah, c'est bien parce que du coup, c'est à la fois, bah, enfin voilà, c'est s'émerveiller des écosystèmes qui peuvent exister, mais aussi en apprendre plus, quoi, sur tout ce que vous voyez. Et du coup, bah alors, Marine a mené des petits exemplaires. Donc là, Tercera, c'est ça? C'est ça, l'île de Tercera. Alors ça, c'est un magazine qu'on a fait la dernière saison. Donc c'est l'avant-dernier magazine et c'est, je crois, mon préféré. Ah ouais? Ouais, parce qu'on a parlé. En Oula. fait, il y a des courants qui tournent dans l'océan Atlantique. Il y a comme une boucle comme ça qui se fait. Et donc on a étudié, on explique comment cette boucle se fait, une boucle de vent et une boucle de courant, donc l'océan qui se déplace. Et ça a influencé les cultures des gens qui habitent aux Açores, puisque on n'est pas arrivé aux Açores par hasard.
Les navigations, l'histoire de la navigation et des découvertes maritimes, elle est liée justement au vent dominant et au courant. Donc finalement, Ah, mais c'est trop bien. on fait rien de plus que suivre les vents dominants et les courants dominants. Et donc les Açoréens se sont retrouvés à un moment donné à la croisée du monde, occidental en tout cas, puisque tous les bateaux de commerce, d'où qu'ils venaient dans le monde et avant de revenir en Europe, repassaient par les Açores. Donc du coup, il y a Ok. vraiment cet archipel-là, il a Ok. été au cœur vraiment de toute la navigation pendant des siècles. Et donc ça, c'est un petit peu la partie histoire. Donc on étudie cette histoire-là. Et on s'est rendu compte que les petits humains avec leurs petits bateaux, on n'est pas les seuls à suivre ces courants-là. Et c'est aussi des routes de migration. Ah oui. Donc par exemple, il y a des tortues qui naissent en Floride, qui vont traverser l'océan Atlantique alors qu'elles sont toutes petites comme ça, toutes bébés. C'est des petites crevettes tortues. Elles traversent l'océan Atlantique en suivant le courant. Elles vont grandir aux Açores, passer leur jeunesse là-bas. Et une fois qu'elles sont plus âgées, elles vont retraverser l'Atlantique pour retourner en Floride et pondre à leur tour. Ok. Et donc ça, c'est pour ça que j'aime bien ce magazine, c'est qu'à la fois, on va parler d'un sujet de physique. Pourquoi il y a du vent qui tourne dans ce sens-là tout le temps, le même sens. Pourquoi ça fait tourner la mer avec lui. Bah ouais. On amène des questions d'histoire. Qu'est-ce que ça a influencé sur l'histoire de la navigation. Mais c'est trop bien. Et C'est trop bien ce truc de tout est lié. exactement, ouais, tout est lié. Et aujourd'hui, cette île en particulier, la culture des gens d'aujourd'hui qui habitent sur cette île, elle est ouverte sur le monde en fait, puisqu'ils ont toujours été Bah ouais. au centre un carrefour de navigation. Et puis, évidemment, des questions aussi biologie. Donc, je trouve que c'est chouette d'avoir réussi à vraiment, à partir d'un truc tout bête, Ouais. l'eau qui tourne, on a plein de sujets en fait qui s'ouvrent. Puis en plus, je trouve ça sympa. Voilà, il y a marqué sur la couverture le seul magazine qui suit une vraie aventure. Et je trouve ça bien, effectivement, de se dire, bah, en fait, c'est des vrais gens. C'est innocent, quoi. Il n'y a pas derrière de réflexion de ah oui, non, mais c'est pour faire ça et tout. C'est juste, sincèrement, on veut savoir ce qui se passe, quoi. Bah, Enfin, ouais, je pense que ça, c'est vraiment ce qui joue, ce qui intéresse pas mal. Je pense que le fait que ce soit du concret, ça amène aussi le lecteur à s'y intéresser. ouais. Le Ouais, même ouais. sujet, il serait traité juste en disant oh, on va C'est parler ça. de la poussée d'Archimède. Dans celui-là, on parle de la poussée d'Archimède. Là, dit comme ça n'a pas l'air forcément hyper fun. Il y a plein de gens qui peuvent se dire j'en ai rien à faire. Mais nous, on parle de la poussée d'Archimède parce qu'il y a un moment donné, il y a un container, donc ces gros blocs là, qui transportent des marchandises, qui est tombé à l'eau face à nous dans un port et il coule pas. Pas tout de suite. Progressivement, il se remplit d'eau et il coule. Donc voilà, ça on l'observe, on le voit et on essaie de comprendre pourquoi Bah ce oui. truc qui est pourtant déjà très lourd, il coule pas et qu'au fur et à mesure, le temps passant, il se met à couler. Et Mais donc, oui. on est tout le temps, nos articles, ils vont toujours partir de notre expérience, de ce qu'on voit, de ce qu'on vit. Et du coup, ça rend les choses plus concrètes et je pense qu'on a plus envie de s'y intéresser du coup. Bah, c'est sûr. Bon, là, je sais pas pourquoi, mais il y a cette page qui m'a attiré les sons de l'océan. Parce que c'est vrai qu'on. Parce qu'en fait, je pense, moi, quand j'entends les sons de l'océan, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la pollution sonore. Un truc négatif encore. Mais de se dire qu'en fait, les poissons sont dérangés par les bateaux qui passent, etc. Mais est-ce que je peux lire ça? Enfin, donner un petit Allez. aperçu? Ok. Alors, les sons de l'océan. Tendez l'oreille. Quand une bande de dauphins vient jouer à l'avant du bateau, on entend parfois leur chant. Donc, c'est pas la pollution sonore. C'est toujours un peu magique, même si on est incapable de comprendre ce qu'ils racontent. D'ailleurs, même les poissons qui nous paraissaient si silencieux peuvent communiquer par le son. Certains claquent des dents, d'autres battent des nageoires, et il y a sous l'océan tout un univers sonore qui nous est quasiment inconnu. Je trouve ça dingue parce que ça me refait penser aux singes qu'on parlait au début. C'est de se dire, bah voilà, en fait, ils émettent des sons qu'on est incapable de comprendre. Et du coup, c'est peut-être pareil pour les singes. Si on essaye de dire, ah bah ils sont bêtes, ils ne comprennent pas, bah non, parce qu'ils se comprennent entre eux, quoi. Carrément. Ça revient au. Ouais, les poissons, ils communiquent par le son. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Alors, cet article, on s'est surtout concentré. Un jour, je ferai un article sur les poissons. Mais là, c'est un article où on s'est plutôt concentré sur les cétacés. Ouais. Les cachalots, notamment, qui vont avoir un langage. Alors, c'est toujours compliqué d'utiliser des mots comme ça d'humains, mais une communication, en tout cas, hyper complexe entre eux, avec une gamme de sons qui est juste incroyable, qu'on commence tout juste un peu à décortiquer avec Mais ouais, vraiment des c'est dingue, structures ça. qui se rapprochent de nos structures de phrases en fait. En fait,
pardon, je te coupe, mais on a l'impression d'être hyper avancé technologiquement, enfin, d'être pas au bout du progrès, mais voilà, et on se dit, mais on comprend même pas les animaux, quoi, c'est... Pardon. Bah ouais, mais ils se comprennent pas tous non plus les uns les autres, j'imagine. Oui, oui, Chaque espèce a sa façon de communiquer, mais ouais, les pardon, du coup. cétacés, c'est fascinant. C'est vrai que c'est fascinant parce ils ont un mode de communication hyper complexe et du coup, c'est ça qu'on a été chercher dans cet article avec du coup des biologistes qui sont bioacousticiens, Ok, donc qui étudient le son des animaux marins. il y a une petite BD à la fin. Et oui, on avait toujours rêvé de faire une BD et cette année, dans notre équipe, Zoé, donc, qui est dessinatrice, s'est jointe à l'équipe et elle a créé donc ces deux enfants pas très sages euh, qui, euh, qui nous racontent des trucs. Trop bien. Et bah parfait. Et du coup, donc tu as la version en grand format, Oui, celle-ci qui s'appelle version exploration, exploration, et la version découverte. découverte, donc qui a la spécificité de... Alors, elle est écrite avec une technique qui s'appelle le facile à lire et à comprendre. Et donc, bah, tout est dedans, hein, une fois que j'ai dit ça. Sans... Euh, Pardon, juste derrière il y a marqué sans pub et sans IA. Ça, Et oui, il y a des vrais gens important. dedans, il y a des vraies dessinatrices, il y a des vraies relectrices, il y a des vraies personnes qui rédigent. Et voilà. Et donc, la technique de facile à lire et Ouais. à comprendre, c'est une technique d'écriture qui permet de voilà, faciliter l'accès aux informations. Et donc, en fait, l'idée, c'est que quand on explique des choses compliquées, on peut parfois expliquer des sujets très complexes. Mm, Il faut les expliquer simplement. Ça, mm, c'est mm, nous ce sur mm. quoi on travaille, d'expliquer simplement des choses qui peuvent être parfois très compliquées. Et cette méthode d'écriture, nous, on a vraiment développé une expertise sur l'utilisation du facile à lire et à comprendre dans le monde des sciences. On est les seuls à faire ça, en tout cas, on est les seuls à être vraiment spécialisés là-dessus. Ok. Voilà, ça permet d'expliquer des trucs qui sont parfois pas faciles. Bah ouais, c'est sûr qu'on se... Et du coup, est-ce que par exemple vous avez plus des enfants qui lisent le facile à lire à comprendre et les adultes celui-ci ou pas forcément? Alors, ça, en fait, c'est deux niveaux de lecture. Ouais, On va choisir effectivement celui qui nous correspond en fonction de notre niveau de lecture. ok. Donc Oui, effectivement, pas forcément le petit l'âge. format, on a pas mal d'enfants qui sont abonnés, mais on a aussi des adultes qui voilà, sont peut-être un peu moins à l'aise avec la Ouais. lecture. Ou qui ont pas envie de trop se prendre la Et tête. ouais, carrément, une grosse journée de boulot, on a juste envie de passer un bon moment, Ouais, ça ouais. marche aussi. Voilà, mais effectivement, celui-ci, donc la version exploration qui est là, et la version découverte, on traite les mêmes sujets, on parle à chaque fois des mêmes sujets, mais avec plus de Mhm. contenu, enfin plus de détails dans celui-ci et un petit peu moins dans celui-là. Mhm. C'est trop bien. Et du coup, je voulais parler aussi du fait que ce soit en format papier parce que, alors, si je ne me trompe pas, vous l'avez sur votre site, c'est impossible de l'avoir en format digital. Alors oui, c'est un magazine en format papier, ouais, Ouais, effectivement. et bah ça, je trouve que c'est un parti pris hyper intéressant de nos jours, de se dire qu'on est tous là en mode ah, on est accro au téléphone, ah, on est trop sur les écrans et tout. Et sauf que tout le monde propose l'alternative numérique, ou alors juste tout simplement numérique, et je trouve que surtout pour parler des choses, de s'émerveiller, de prendre le temps, de sortir des écrans et d'avoir le format papier, ça permet vraiment, je me répète, mais de prendre un vrai temps lecture et de recul. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez pris le parti pris de faire simplement en format papier Bah, pour moi, un magazine, c'est un truc qui est sur la table de salon et qu'on va bouquiner, hop, entre deux, on se prend un petit café et puis on va lire un petit article et puis on va le relire et puis après il traîne sur le bureau et on va lire, relire aussi plusieurs fois, lire ensemble, Mm, en mm. famille, avec des potes. Tiens, j'ai lu ce truc-là, t'as vu, c'est sympa. On a lu un truc sympa et chouette sur son téléphone, on va pas trop le partager aussi. Je C'est pense que vrai, le ouais. format papier, il est là, il est durable. Et du coup, on essaie, voilà, on travaille à ce qu'il soit joli aussi. Il y a un vrai travail sur le graphisme, les Mm, ouais. illustrations pour que ce soit beau et que c'est un bel objet aussi, Ouais. tout en étant voilà assez simple. Hein, ça a l'air, voilà, c'est juste un Oui. magazine entre guillemets, mais c'est un magazine qui est, j'espère, Mm, joli aussi pour ça. Où
comme ça, on peut prendre le temps, ouais, c'est marrant ce que tu dis, prendre le temps de le lire. Et moi, je pense aussi de relire et de Ouais, re-relire, ce qu'on c'est fait pas en ouais, numérique. En c'est numérique, vrai. on lit un truc, et moi la première, hein, quand je travaille par exemple sur le magazine, je lis un truc et il faut que j'ai... Il y a un peu encore le côté efficacité. À la fin de l'article, paf, on a fini l'article, il faut qu'on ait compris les trucs et on n'y reviendra pas, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'un petit truc comme ça, un magazine, je trouve que c'est vraiment quelque chose où on va avoir une lecture qui est à la fois plus légère, on n'est pas dans... Il faut pas être efficace, quoi. Ouais. On peut être là, on est avec Oui, son oh. petit déj, et puis on feuillette, des fois juste on feuillette et on regarde. Oui, Moi, je oui, trouve ça c'est hyper vrai. agréable comme... Bah, c'est vrai, parce que là, alors qu'on est en train d'enregistrer, tu me l'as Ouais. passé direct, j'étais là, mais ah bon. Et puis après, c'est aussi, on s'adresse aussi à un public jeunesse, et du coup, je pense que c'est Ouais, important aussi pour les enfants de, voilà, c'est sortir des écrans. On en ouais. parle beaucoup aujourd'hui, donc je vais pas revenir là-dessus, hein, mais Oui, oui. c'est un sujet, je pense beaucoup de gens, les gens sont de plus en plus sensibilisés, en tout cas, Mm. de sortir un peu les enfants des écrans et d'avoir un vrai temps Ouais, de toucher des choses, de bah oui. manipuler des objets, de les voir en vrai. Et surtout que c'est... Je sais que l'impact écologique, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais bon, là, t'imprimes, tu coupes des arbres, machin. Bah en vrai, l'impact écologique de produire le format papier par rapport à lire un article sur ton écran, ça se vaut un peu, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes pollutions du C'est coup, ça. mais effectivement, le numérique, c'est une Et pollution qui nous apparaît pas, mais qui est ouais, assez immense aussi. c'est ça. Donc oui, oui, Et clairement, ouais. il y a des études qui sont faites et en fait, il n'y a pas de réponse finale, mais bon, c'est pour dire que c'est kiff-kiff, quoi. Donc il y a pas ce... Vous pouvez acheter des choses papier sans vous faire culpabiliser, et en plus, bah, ce sera mieux pour vous, quoi. Là où sur l'ordinateur... Surtout que moi, en vrai, quand je lis un article sur l'ordinateur, j'ai du mal à rester longtemps. Enfin, c'est comme lire un livre, j'arrive pas sur écran. C'est Mhm. impossible et je pense que j'ai un peu la même chose pour les articles. Et pourtant, j'ai pas du tout le réflexe par exemple, pour les actualités ou quoi, de lire le journal, etc. J'ai pas ce réflexe-là. Et il y a un Donc, truc aussi qu'on a quand on est en papier, j'ai dit vite fait, mais il y a vraiment le partage. Euh, Nous, ce qu'on se dit, c'est que, enfin, ce que j'espère, et c'est ce que nous disent les lecteurs aussi, hein, ils partagent du coup en famille. Si on abonne ouais. le petit dernier de la fratrie, par exemple, bah ouais, mais une fois qu'il a traîné sur la table de Bah, salon, c'est sûr. il y a l'ado qui passe et il va C'est regarder. sûr, c'est sûr. Et on partage aussi un truc à plusieurs. Ouais, ouais, Que c'est vrai. quand on est sur un écran, il y a quelque chose de très solitaire. Mm, mm, mm. Bon, on peut tous regarder la télé en famille, mais Ouais, mais lire quelque chose sur un ouais, écran, personne lit. on peut pas lire à Enfin, plusieurs sur un oui, écran. tu peux partager Mm. l'article, mais bon, c'est pas. Déjà, moi, si on partage des articles, déjà, comme j'aime pas lire trop sur l'ordinateur, je vais mettre plus longtemps à le lire, alors que si ça traîne, bah, tu le prends. Bah, ok, bah, très très intéressant ce parti pris. On a répondu à ça. Ah oui, alors j'ai marqué parlez-nous de la pédagogie par l'aventure, parce que déjà j'ai vu sur votre site que le voilier que vous utilisez, c'était un voilier que vous aviez sauvé, Oui. c'est-à-dire? Alors en fait, c'est un voilier qui était destiné à être détruit. Ah oui, ok. Voilà. Donc en fait, les bateaux, comme tous les objets de consommation de nos sociétés occidentales, c'est des biens de consommation et de surconsommation, Jetable. du coup. Alors qu'on pourrait les faire vivre beaucoup plus longtemps, mais c'est meilleur pour le commerce d'en faire des nouveaux et de jeter les Ouais. anciens. Donc nous, notre bateau, il va avoir bientôt 50 ans. Ah ouais. Donc ça commence à être un pépé bateau. Mais il peut repartir pour 50 ans, clairement, sans souci. Ah ouais. Ah, c'est dingue. Ouais, pour autant qu'on l'entretient comme il faut. Ouais, ouais. Et nous, quand on l'a récupéré, il aurait dû partir, il aurait dû être fondu, du coup, c'est du métal, donc il aurait Ok. été recyclé en fer, mais voilà, c'est un bateau qui était destiné à être détruit. Ok. Donc nous, on l'a récupéré à ce moment-là, et on a travaillé, donc on a 6000 heures de travail d'artisanat pour le remettre en Ah route, ouais. et effectivement le remettre à l'eau. Donc c'était pas mal de boulot. Effectivement, on a fait tout. Il y avait des travaux sur la structure, donc travaux vraiment métal. À l'intérieur, il n'y avait plus rien, donc plus aucun meuble. Donc on a fabriqué la totalité des meubles à l'intérieur. Ok. Mais ça veut dire meubles, plomberie, électricité, Ouais. tout ce qui peut, voilà, tout ce qui peut y avoir besoin comme aménagement. Et du coup, c'était plus cher de faire ça que d'en acheter un neuf? Non, je pense que ça quand même un peu... Bah, si on devait payer quelqu'un pour faire le travail, ce serait plus cher.
Mais Ah oui, puisque vous c'est avez moi tout qui fait fais le travail, vous-même. du coup, c'est Ah gratuit. ouais! Enfin, gratuit. Ah mais c'est dingue, l'électricité et tout. Oui, 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 c'est nous Bon. qui avons, c'est nous qui avons Oh vraiment tout là fait, là. ouais. Bah, à Bah, nous deux, chapeau. on cumule des compétences un peu différentes, donc du coup, Ah ouais, donc c'est on a vrai. pu se partager les Ah ouais. tâches. Bon alors là, je suis impressionnée. Ouais, c'était pas mal de boulot. Et puis après, bah, ce qu'on sait pas faire, on a appris. Oui, c'est vrai Voilà, on qu'on a peut fait de la apprendre. sellerie, par exemple, de la couture. C'est quelque chose qu'on savait pas trop faire. Et Wenceslas, donc mon copain, il s'est motivé à apprendre à faire de la couture. Et du coup, il a fait tous les coussins, par exemple, les Ah, travaux c'est de bien sellerie et tout ça. ça. Je trouve que c'est motivant de se dire qu'effectivement, bon bah, quand on est adulte, on peut encore apprendre. Ça semble bête dit comme ça, mais Bah rien ouais, n'est figé, quoi. on peut continuer d'apprendre à faire, des savoir-faire, des savoir-être. On Mhm. n'est pas figé, ouais. Et bah, On j'ai a tout plus... dit. Oui, j'ai plus de questions. Enfin, j'en ai encore, mais on a répondu à tout. Donc, on va passer à la petite conclusion. Alors, j'avais préparé un petit texte, mais qu'est-ce que j'avais dit? Est-ce que j'avais dit un truc qui va bien résumer au final tout ce qu'on s'est dit ou pas? Alors, bon, je vais le lire, puis on verra si c'est bien ou pas. Finalement, se laisser être émerveillé par la nature fait partie de l'adoption d'un mode de vie durable. C'est vrai. Être dans le moment et sortir de la course à voir slash tout faire, ou toujours plus fou, quoi, peut non seulement nous permettre de moins peser sur la nature, mais également d'avoir une vie qui tend vers plus de sérénité. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, bien. ça résume plutôt bien. Carrément. Parfait. Du coup, maintenant, on va passer aux 3 petites questions de la fin. Est-ce que tu aurais, alors à part le magazine, une recommandation de livre, de film ou de podcast pour donner envie de s'émerveiller de la nature? Un peu des écosystèmes ou... En vrai pas forcément de la nature. Ça peut être bah, de la vie, quoi, de Alors, la science, de l'histoire. pour s'émerveiller de la vie, j'ai un livre à conseiller Ok, qui s'appelle Taratari, mes ailes, ma liberté. ok, Et c'est l'histoire d'une navigatrice qui est assez difficile à résumer sans spoiler, mais c'est voilà, une histoire vraie d'une navigatrice actuelle qui navigue sur un bateau minuscule, qui est vraiment un tout petit bateau, ok. qui n'était pas fait pour faire du grand large, et elle est partie au grand large avec. Et c'est à la fois... Ça fait peur. bah oui, mais elle a une belle façon de le raconter. Ok, Elle fait des choses qui, voilà, d'un point de vue navigation, sont surtout pour des marins comme moi, parfois troublants, époustouflants. Mais elle a une écriture qui est très agréable. Elle raconte ça avec une humilité incroyable et elle aime. Ouais, c'est vraiment un peu un hymne à la vie aussi, ce livre, ok. de vivre ce qu'elle a envie de vivre à ce moment-là. Et Ah, elle va au bout de son projet et c'est incroyable. C'est une très belle ok, lecture. Et c'est un petit bouquin, donc c'est pas ok. long à lire. C'est, Je le mettrai c'est- en voilà. ressources. Mais je trouve que bah déjà, bon alors du coup ça et tout, ça donne vraiment espoir dans le fait qu'il y a plein de gens qui font des choses hyper positives quoi. Enfin je veux dire, rien que vous, enfin sortir un magazine comme ça, enfin prendre le temps, on se dit mais il y a un peu d'espoir quoi dans la vie où on n'est pas obligé de, de suivre les mêmes schémas tout le temps. Enfin c'est... Ouais, Bah, il y a plein de gens qui font ça des fait du trucs bien. trop chouettes et qu'on Ouais, n'entend pas. On entend c'est plutôt ça, ceux qui râlent c'est ça. et qui font du mal. Ouais. Ça fait du bien d'entendre ça. Selon toi, la chose la plus facile à mettre en place ou à arrêter de faire à l'échelle individuelle, alors là, c'est comme tu veux. Soit on reste sur le pour s'émerveiller au quotidien, soit plus général pour adopter un mode de vie durable. Pour adopter un mode de vie durable, je pense que c'est une des premières choses qu'on peut faire et qui est hyper facile à faire, c'est se demander pourquoi on achète tout ce qu'on achète. Hmm. D'arrêter d'acheter des trucs. Ce- et en fait, quand on commence à y réfléchir, on se rend compte qu'on se prive pas. Ouais, ça c'est On, intéressant cette vision. on, Ouais, il y a plein de bah, choses juste, bah, ok, on les ouais, a pas. on les achète parce que c'est là en fait et c'est pas cher en plus. Et juste sans forcément faire des trucs de se priver de fou et tout ça, juste se Ouais, ouais. questionner. Est-ce que j'en ai envie vraiment? Hmm. Je pense que 80% des cas, on se dit ah bah non en fait. Ouais, ça Et ça c'est c'est vraiment un facile, truc. c'est hyper facile à faire. Je pense que c'est un truc qui demande pas beaucoup d'efforts en vrai. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, moi, une fois, je me rappelle, à un marché de Noël, j'avais une super belle écharpe qui me tendait les bras.
Et je m'étais dit, ah, j'avais trop. Puis après, je me suis questionnée et je me suis dit, non, mais en vrai, j'ai déjà une écharpe, quoi. Alors, enfin, j'en ai une et j'en ai vraiment, j'ai aucune utilité d'en avoir une deuxième. Donc voilà, petit exemple. Peut-être que vous aussi, vous trouvez des exemples dans vos vies. Et dernière question. Alors, c'est un petit peu lié à une question que j'ai posée pendant l'interview, mais quel, quel est... Alors, parce que du coup, j'imagine que du coup, tu as quand même un mode de vie assez durable. Peut-être pas toujours été le cas. Mais quelle est l'action que tu as mis en place qui, pour toi, a vraiment été... où tu as vraiment senti une différence au niveau de ton bien-être et a amélioré ta qualité de vie? Alors là, je peux dire un truc, mais du coup, il n'y aura pas de solution pour les gens qui vivent ça. C'est Mhm. que là, nous, ça fait quelques années qu'on vit sur des îles, et du coup, on n'est plus soumis à la pollution. Ah, Et en fait, on s'est rendu compte que on avait moins d'allergies, voilà, une ah respiration ouais, meilleure, etc. ok. Et quand on revient, parce qu'on revient du coup là, dans des cadres pour faire des animations pédagogiques, etc., là, le bateau est de retour en France, et donc voilà, là on est en Mhm. Île-de-France, et tout de suite on s'en rend compte à nouveau. Ah ouais, Alors c'est dingue que ça. quelques années auparavant, j'habitais Paris et je m'en rendais pas compte tous les Ouais, jours, ouais, quoi. ouais. Et le fait d'avoir vraiment été... Hmm. Et les îles, je pense que c'est encore plus qu'on peut l'avoir ici à la campagne. Il y a quand même Oui. les champs, des Hmm. pollutions autres, de Oui, ça pesticides, boule. etc. Ouais. Là, d'être sur les îles, les vents, ils balayent, en fait. L'air est très pur. Et du coup, Oh là bien là. respirer. Mais c'est pas sympa de dire ça parce que j'ai pas de solution pour vous. Bah, mettre un masque, hein. En vrai, tout à l'heure, je parlais avec mon amie coréenne et en fait, quand elle est à Séoul, il y a des moments où il y a d'énormes nuages de pollution qui viennent de la Chine et en fait, c'est hyper dangereux. Ils sortent pas sans masque, quoi. Mm. Mais bon, après, on a connu le Covid, on a peut-être pas envie de retourner au masque. C'est un peu triste, quoi, de se dire. Non, c'est sûr. Mais par contre, peut-être, encore une fois, même si c'est pas, on n'a pas la solution là tout de suite, d'en prendre conscience, bah, on peut Oui, s'intéresser à comment on fait pour améliorer la qualité de son bah, air, quoi. effectivement, ouais. Mm. Et bah très bien, bah merci Marine Merci à toi. pour franchement tes réponses étaient hyper inspirantes. Merci à vous chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout et si jamais ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil, je mettrai en description le site de Voyage en Patrimoine. Ça vaut le coup d'aller faire le détour. Et voilà, je sais plus si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à partager à vos proches. Ça peut peut-être mener à de belles discussions sur un peu comment prendre un peu de recul dans sa vie, ralentir et s'émerveiller au final. Trop cool. Oui.